Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 19e épisode de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui on reçoit Alan qui a une agence de communication pour les entreprises atypiques. Vous le verrez au cours de cet épisode, Alan a plusieurs cordes à son arc. Il fait de la photo, de la vidéo, de la communication, du conseil, de l'accompagnement d'entrepreneurs et il est même en train de réaliser un documentaire. C'était un épisode passionnant où on a parlé de légitimité et de comment prendre sa place dans l'entrepreneuriat. Cet entretien m'a redonné beaucoup de force et j'espère que ce sera pareil pour vous. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Merci à vous. Bonjour Alan. Salut. Merci beaucoup d'être sur le podcast aujourd'hui. Merci d'être venu jusqu'à chez moi pour enregistrer cet épisode. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Ouais, bon, c'est toujours difficile de se présenter parce qu'on peut dire beaucoup de choses différentes. Je suis un garçon de 32 ans, blanc. Je mesure 1m70. J'habite près de la Normandie, enfin en Normandie, près de Paris. Je suis photographe, communicant, réalisateur et très content d'être là. Génial. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous raconter ton parcours avec la photo et la vidéo ? Un petit peu nous dire comment tu as appris ça ? Et voilà. Comment j'ai commencé la photo ? Ouais. Ah là là. J'ai toujours du mal avec les personnes qui présentent, notamment dans le trait artistique. On dit toujours, depuis tout petit, je fais de la photo. Et souvent, c'est le cas. Donc, c'est un peu difficile si on part d'un point de vue chronologique, j'ai commencé très jeune. Et moi, c'est venu plus d'une envie d'observer, en tout cas d'un besoin de prendre du recul sur mon environnement, sur mon entourage, sur ma famille. Ça venait aussi d'un endroit un peu d'ennui. Et j'avais besoin de m'occuper, de faire quelque chose et de prendre du recul et de comprendre un peu ce que je vivais, d'observer les gens. Donc, j'ai commencé à faire des photos vers 12-13 ans de ma famille, de mon entourage. Et j'ai continué l'exercice, ça m'a un peu occupé. Et j'ai été un peu fasciné par toute la technique, donc j'ai appris la technique. Donc j'ai commencé la photo comme ça, et puis c'est devenu un petit peu un second langage et une manière d'exister et d'être, parce que je me baladais jamais sans appareil photo. Et donc il était tout le temps là, donc j'ai commencé à être un peu bon là-dedans, bon à photographier les gens, bon à choper des moments. Et j'en ai fait mon métier un peu naturellement du coup, parce que ça faisait déjà 5-6 ans que je faisais ça. Et j'ai commencé même à faire des projets pro en photo avant de faire des études de photo. Donc quand j'ai eu mon bac, là je me rappelle la dernière année, donc là en terminale, je commençais déjà à faire des projets pro. Et après je suis parti faire des études en Belgique pendant 3 ans en photo. Et pareil, en parallèle de mes études, j'ai continué à faire des petits projets aussi, à me lancer dans l'entrepreneuriat. Et en fait, pendant mes études, j'ai toujours eu une approche de la photo très cinématographique. J'aimais bien faire des projections plutôt que des séries imprimées, par exemple, avec du son, avec des images qui bougent, mais qui sont quand même un peu fixes, mais qui bougent avec le montage, qui apparaissent, qui disparaissent. Et dans ma pratique photo, j'ai toujours été beaucoup en mouvement. Donc, je mets les gens en mouvement, je bouge beaucoup, je fais beaucoup d'images. Et il y a vraiment un truc avec le mouvement dans ma photo. Et aussi dans le reportage, la manière dont je capte les choses, c'est très en lien avec comment les gens bougent et comment on peut s'adapter à leurs propres mouvements pour pouvoir les capter au bon moment. Donc naturellement, je suis venue à la vidéo, j'ai fait des photos de plateau, j'ai fait des reportages pour des vidéastes, j'ai traîné un petit peu avec des gens qui font de la vidéo pour me former. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des premiers projets en vidéo, j'ai osé passer le cap, parce que c'est pas le même métier, j'ai un peu tout réappris. Et quelques années plus tard, je commençais à faire un petit clip, à faire des projets pour un styliste, pour des portraits de freelance. Et aujourd'hui, je réalise mon premier film documentaire. Donc je suis passé sur un gros cap. Et c'est un projet en fait qui avait toujours été là, que j'avais jamais osé faire. La photo, c'était un peu un moyen de me cacher pendant longtemps. Ah ouais ? Ouais. La vidéo, ça t'a permis du coup d'explorer d'autres choses que la photo dans ton art ? En fait, je me suis rendu compte que la photo, c'était un peu un choix pour se cacher, pour ne pas prendre trop de place, ou en tout cas avoir
ça m'a permis de trouver une légitimité à être là, une légitimité à avoir une place parce que je faisais quelque chose, je faisais des photos, j'observais les gens. Et finalement, c'est une manière de se cacher, de pas trop exister sans ça. J'ai vraiment été très boulimique avec la photo pendant 10 ans. J'ai fait beaucoup de photos de mon intimité, de mes amis, de mes potes, de tous les événements dans lesquels j'allais, que ce soit le week-end et les projets pro aussi. Donc vraiment, il y a une période où ma vie, tous les jours, c'était photo. Soit j'en faisais, soit j'organisais, soit je retouchais, soit j'organisais des expos ou des trucs. Donc c'est vrai que c'était un peu tout le temps, quoi. Et la vidéo, en fait, être réalisateur, ça a toujours été un peu un truc inaccessible dans ma tête. Et en tout cas, je me sentais pas légitime parce que j'avais pas les bons codes, pas les bons outils, pas le bon réseau. Et que c'est pas le même métier, même si c'est la même chose d'un point de vue de faire des images et de raconter des histoires. C'est quand même pas le même métier, donc il a fallu que je me forme, que je m'entoure, que je dépasse un peu ce truc de je suis pas légitime à faire un film documentaire en sortant de nulle part. Et aussi, c'est pas juste le faire, c'est surtout de me faire produire et trouver de la place dans une industrie que je ne connais pas, qui est aussi pas très mixte à certains niveaux. Donc il a fallu un petit peu que je fasse un peu ce chemin-là, quoi. En fait, la vidéo, si j'ai bien compris, ça demande des moyens que toi, t'as pas forcément quand t'es indépendant tout seul. Enfin, des moyens financiers peut-être aussi qui font que ça t'oblige à prendre une place en plus que la photo que tu peux faire tout seul Ouais. chez toi si t'en as envie. Enfin, En ça t'a fait, non, permis de pas te trop. En fait, dépasser. c'est pas que ça demande des moyens. Il y a plusieurs choses. C'est que, en fait, ça dépend de ton ambition et de comment tu vas être diffusé. Tu peux clairement, avec beaucoup d'appareils photo maintenant, faire de la vidéo et monter, te débrouiller. T'as pas besoin de moyens. Même avec ton appareil, avec ton téléphone, tu peux faire des vidéos. La question, c'est si tu veux être diffusé, si tu veux être produit, si tu veux avoir des moyens financiers pour faire des gros projets. Forcément, là, tu as besoin de monter en gamme et tu as beaucoup plus de postes. Ok, on peut faire beaucoup de choses soi-même, mais bon, pour certains projets, c'est compliqué de faire les choses seul. Là, pour le coup, je fais aussi des projets qui m'engagent moi personnellement, donc il me faut un peu de recul sur ce que je raconte. Je peux pas avoir tous les rôles parce que c'est ingérable et aussi que j'ai d'autres projets à côté à gérer, donc il me faut aussi que je sois entouré d'autres personnes. Mais en vrai, à un moment donné, quand j'ai commencé à traîner sur des tournages, je me suis rendu compte que je faisais la même chose en photo. J'organisais, je faisais de la prod, je faisais de la gestion des gens, je faisais de la retouche, je faisais de la lumière, j'étais assisté par quelqu'un, je gérais une maquilleuse, j'avais 10 personnes à gérer, parfois 50, parfois 100 que je voyais dans la journée. Donc en fait, il y a les mêmes postes dans la photographie en fonction du domaine dans lequel tu évolues. Et en fait, c'est la même chose qu'un tournage. C'est juste qu'un tournage, il y a une personne par poste, entre guillemets. Enfin, il y a une personne par poste théoriquement. Et c'est plus simple à gérer parce que t'es pas seul. Les photographes sont plus souvent seuls. Des fois, on a un assistant et un peu d'équipe. Mais en fait, c'est un peu la même logique. Ce qui va pas être la même logique, c'est la post-production, raconter une histoire, faire des, des, des variations de plans, des variations de mouvements pour comment raconter l'histoire de la bonne manière et faire tout l'aspect technique de la post-prod qui, pour la photo, est beaucoup plus simple parce que c'est des images fixes les unes à côté des autres, séparées. Alors que pour un film, tu dois tout combiner. Il y a l'aspect musical, il y a l'aspect de la voix, il y a l'aspect de l'histoire que tu racontes qui est beaucoup plus complexe, quoi. Et si on reprend du coup dans l'ordre, tu disais que la photo, ça a été un moyen de parler un petit peu de ta vie, etc. Est-ce que tu as toujours mis ce que tu vivais, tes ressentis dans tes photos ou vidéos? Et est-ce que ça t'a permis justement de t'apporter des choses aussi d'un point de vue personnel? Voilà, on va partir dans un truc. Bah ouais, en fait, ça m'a pas juste permis, ça m'a vraiment ouvert la porte sur moi-même. En fait, la photo, c'était vraiment un outil pour aller rencontrer les autres et je me suis perdue là-dedans. J'ai fait beaucoup de photos dans la rue, de gens, je me suis invité chez les gens, je me suis vraiment plongé dans le monde avec mon appareil et c'était un peu genre la porte vers le monde. Tu vas découvrir les choses parce que tu as quelque chose à faire, tu as des histoires à raconter, tu as envie d'aller à la rencontre des gens. Et en fait, en faisant ça, je me rendais compte que ce qui m'intéressait, c'était de me rencontrer moi-même. Et en fait, ça m'a permis de m'appréhender, d'appréhender ma sensibilité, de comprendre quel était moi-même mon mouvement dans le monde, moi-même ma propre histoire, parce que quand tu photographies quelqu'un, bah, tu es en relation avec lui, tu as des échanges, tu comprends des choses sur toi, tu vas pas raconter l'histoire d'une personne pour une... Enfin, moi, je suis un peu assez spirituel là-dedans. Je sais que si je m'intéresse à quelque chose, c'est pas anodin, c'est pas pour rien qu'il y a quelque chose derrière. Donc, naturellement, j'allais vers des gens
qui m'ont apporté beaucoup sur mes propres réflexions, sur le monde, sur des aspects politiques, sociaux. J'ai beaucoup appris en fait sur moi en me confrontant aux autres et en écoutant leurs histoires. J'ai dépassé des limites, j'ai passé des peurs d'aller à 2 heures du matin ou à 22 heures quand tu as 17 ans avec un appareil dans la rue qui coûte de l'argent. Et j'allais faire des photos de gens qui dorment dans la rue, de gens dehors, de groupes d'amis que je connaissais pas ou voilà, de gens avec qui j'ai vécu des choses. Donc ça m'a vachement construit. Aussi par rapport à l'altérité, par rapport à l'empathie, par rapport à voilà, la rencontre avec d'autres personnes, ça m'a vachement ouvert. Ça m'a un peu sorti de ma propre bulle et de ma réalité. Et puis après, il y a tout l'aspect photographie d'auteur. J'ai beaucoup photographié mon intimité, mon corps. J'ai fait beaucoup d'autoportraits. Et c'était un peu une manière d'appréhender qui j'étais, d'un peu d'habiter en fait. C'était une manière de m'habiter. Et c'est très étrange la photo parce que tu te mets en recul pour photographier quelque chose. Et c'est en te mettant en recul que tu rentres dans ton émotion et dans l'instant présent. Donc c'était un mouvement à la fois de recul pour comprendre et en même temps une manière d'embrasser le moment, les choses, les sujets. Et c'est très étrange parce que on est à la fois là sans être là. Et j'ai beaucoup photographié ouais, des choses intimes, des passages de vie, des décès autour de moi, des moments importants dans ma famille, mon entourage. Du coup, il y a aussi l'aspect, le temps qui passe, les gens, la vie, des gens qui sont importants. Donc j'ai vraiment ma mémoire qui est quelque part dans 40 téras de photos dans des disques durs. J'ai toute ma vie que j'ai photographié et ça me permet aussi de me rappeler, d'ancrer des passages, d'ancrer des choses et de me permettre aussi de passer à autre chose parfois, de chérir des moments. Ouais, il y a tout un truc avec la mémoire, avec le corps, la présence. Et puis, c'était vraiment un prétexte pour explorer des choses, quoi. Mmh. Donc toi, c'est beaucoup de portraits quand même, j'ai l'impression. En fait, il y a un peu tout et son contraire souvent chez moi. Il y a beaucoup de portraits, mais aussi beaucoup de choses inertes. Et j'ai pendant longtemps été un peu obsédée par le vivant et l'inerte et mettre les choses en correspondance, en tout cas en parallèle, et trouver des choses qui pouvaient me faire penser à un aspect mortifère ou inerte ou mort dans le vivant, et montrer que des objets, que des choses qui bougent pas, que des lieux pouvaient avoir une âme et pouvaient vibrer quelque chose, pouvaient te ramener à des choses de l'ordre du vivant en tout cas. Et du coup, j'ai fait beaucoup de photos d'objets, mais qui étaient en lien avec un lieu, avec une histoire, avec une personne. J'ai photographié des lieux vides, j'ai photographié beaucoup de choses dans la rue. Donc ouais, un peu un mélange de beaucoup de vie et beaucoup de morts. Mmh. Et est-ce qu'il y a des sujets qui te plaisent plus à raconter que d'autres? Enfin, il y a des sujets sur lesquels tu t'es vraiment penchée Dans la photo, Ouais, par exemple. le rapport au corps, beaucoup. Le rapport au corps, le rapport aux cicatrices, au temps qui passe, le rapport à la famille. J'ai pas mal photographié ma famille. C'était aussi une manière de me connecter à elle, de comprendre mon histoire, de photographier les racines de ma famille en Algérie par exemple, ou mon frère que j'avais pas vu pendant longtemps, ou ma sœur. J'ai fait un reportage sur ma sœur, moi-même dans tout ça. J'ai été beaucoup dans la rue, auprès de personnes défavorisées, dans les banlieues aussi, dans des endroits où on est quand même très loin de ma réalité, a priori, et dans des lieux parfois vides, délabrés, des gens qui n'ont pas de moyens, des endroits désaffectés. Il y a vraiment un peu beaucoup de choses en fait, beaucoup de sujets. J'ai été touchée aussi par tout ce qui est l'aspect avec la maladie. Donc j'ai suivi des personnes en hôpital psychiatrique, j'ai suivi des personnes âgées à l'hôpital qui étaient Alzheimer. J'ai fait des photos de mon propre corps quand j'allais pas bien, dans plein de phases de vie. J'ai photographié aussi une naissance par exemple. Tu vois, j'ai fait un reportage avec une nana qui accouchait, donc tout un rapport à la naissance, mais j'ai aussi photographié un enterrement. Vraiment pour mon propre kiff, quoi, pour mon propre envie d'explorer, envie de comprendre, envie de me rapprocher de ces sujets-là, et aussi de grandir sur plein de choses. Donc ouais, beaucoup tout ça, quoi, la famille, la solitude aussi, beaucoup. La solitude, l'errance et puis beaucoup de symbolique autour
autour des objets, autour de comment la vie t'amène à voir des endroits ou à voir des choses ou à poser ton attention et ton focus sur des choses qui en fait t'apportent du sens et de la compréhension de où est-ce que t'es, de quoi t'as besoin, comment t'évolues dans le monde. Donc aussi des choses un peu des fois qui me dépassaient. Et en fait quand je finissais un peu le projet où j'avançais, ça avait un peu de sens. Euh, Ouais. voilà. Ouais, j'ai l'impression que la photo, on a un peu un rapport similaire de... En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment un accès à parler de sujets dont j'ai besoin ou envie de parler, avec lesquels je suis pas forcément soit 100% à l'aise, soit je sais pas trop comment l'aborder ou quoi. Du coup, faire des photos, moi, c'est vraiment pas mon excuse, mais c'est mon moyen d'expression, tu vois. C'est mon excuse pour parler de sujets dont on parle pas assez à mon goût. Je sais pas si ça te parle, Bah, ça. pour moi, j'ai toujours dit que la photo, c'était un prétexte à la fois grandir, explorer. Et effectivement, je crois qu'il y a un truc assez spontané dans la photo de j'ai besoin de faire des photos, je sais pas pourquoi, je vais me balader ou je fais des photos en ce moment-là qui me paraît peut-être anodin pour des gens ou qui n'ont pas forcément d'aspect esthétique particulier. Mais il y a un truc de il faut que je fasse cette photo, il faut que je capte ça. Et c'est très spontané. Et c'est après on se rend compte qu'en fait, on a fait une fixette. Il y a un moment, j'ai fait une fixette sur les choses qui flottent sur l'eau, sur des trous dans les murs, sur des cicatrices. Et après, je me rendais compte, ah ouais, en fait, j'ai bugué là-dessus parce que j'avais besoin de me confronter à ce sujet et je sais pas trop pourquoi je faisais les choses. Ça a été vraiment genre suivre son instinct et naturellement, je photographiais des choses qui m'apportaient sur des sujets importants de ma vie, quoi. Ouais. T'as lancé ton agence il y a quelques années, je sais plus combien de temps. En fait, c'est un lancement, ça fait un Ah. an et demi. Et dans ton agence, justement, tu parles beaucoup de sujets euh, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens de comment être légitime dans son entreprise, comment se sentir bien avec son image, comment prendre le pouvoir dessus et s'en servir aussi pour pouvoir nous exprimer, parler de notre activité et tout. Est-ce que déjà, tu peux présenter un peu plus en profondeur ce que tu fais dans ton agence? Bah déjà, ça me fait plaisir que le message soit clair, qu'est-ce que du coup, tu arrives à le reformuler d'une manière qui est assez claire et qui me touche. Après 10 ans de photographie dans plein d'endroits différents, je me suis rendu compte que ce qui m'animait, c'était utiliser les outils d'image et de communication au service de l'expansion personnelle et l'affirmation de soi. Tout comme je me suis beaucoup caché dans la photo, par exemple, j'avais besoin à un moment donné de montrer ce que je faisais, de communiquer. Et il m'a fallu des outils, il m'a fallu me mettre dans ce sujet du marketing, de la communication. Et en fait, j'ai toujours été très naturel dans ces aspects-là, dans ces sujets-là pour les autres. Et en fait, quand c'est pour soi, c'est hyper dur. On sait que c'est compliqué de parler de soi, surtout quand on est des personnes socialisées femmes, ce qui est mon cas, et que le monde de l'entreprise est pas très ouvert, pas très inclusif, pas très bienveillant, que la plupart des personnes qui ont du travail, du succès et de l'aisance sont encore beaucoup ou des pouvoirs dans les structures et se sentent légitimes à prendre la place sont des personnes hommes, blancs, cisgenres parce que la société les a éduqués et la société est faite pour les favoriser eux. Et moi, j'ai vraiment galéré en fait en tant que photographe pendant 10 ans à me sentir légitime d'avoir ma place. Parce que je suis un homme trans et pendant 10 ans, j'étais perçue comme une femme en fait en tant que photographe. Et j'ai fait ma transition il y a 2 ans et c'est quand j'ai commencé ma transition que je me suis rendu compte que bon, effectivement, toute ma vie était à refaire, mais ma vie professionnelle, elle n'avait pas autant de sens que ce que je voulais lui apporter. Et que ma manière d'aider et d'accompagner les freelances et des projets, les entreprises dans lequel j'étais était pas complètement aligné avec ce que je voulais faire. Et je voulais vraiment en fait permettre aux gens, par la photo, par l'image, le travail aussi de la vidéo, du documentaire, mais aussi des outils de com comme l'identité graphique et les sites web. J'ai envie de permettre à toutes les personnes qui sont pas aidées par la société, qui sont pas favorisées et privilégiées, de s'empouvoirer sur ces sujets-là et de prendre leur place. Et moi, c'est comme ça en fait qu'en tant que pro, j'ai pu prendre ma place. Et c'est comme ça que tout le monde fait, c'est du marketing, c'est des règles classiques qu'il faut arriver à prendre dans l'entreprise, mais la majeure partie des personnes qui ne le font pas, c'est parce qu'elles ne se sentent pas autorisées, parce qu'elles ne se sentent pas légitimes. J'ai rencontré beaucoup de femmes et toutes me disent ça, en fait, qu'on traverse
ces questionnements-là de comment je peux me sentir légitime et comment je peux aimer assez mon travail, m'aimer assez moi pour me dire, déjà, je vais me lancer, je vais parler de moi, je vais dire je au milieu d'un écosystème qui est souvent masculin, où on te coupe la parole, où on te fait des réflexions, où dehors c'est compliqué de s'exprimer et de juste de sortir dehors pour plein de gens. Et de pas se sentir en sécurité, en danger et donc de se sentir en sécurité. Et en fait, dans l'entreprise, c'est pareil. J'ai naturellement beaucoup accompagné de femmes dans des shootings. Et systématiquement, c'est tout le temps la même chose. Je me sens pas assez belle, je me sens pas assez normée, je suis pas adaptée, je suis pas légitime, ce que je fais, ça a pas de valeur. Et du coup, on sait pas se vendre. On n'a pas appris à se vendre et on n'a pas appris à se sentir légitime de prendre sa place. Tout ça pour dire que j'ai monté mon agence qui s'appelle l'agence Alan. Donc Alan, c'est mon prénom choisi, comme qui est du coup mon nom légal aujourd'hui, et comme une invitation à oser se mettre au sens de son business et de sa vie par des outils de communication. Et mon travail aujourd'hui, c'est d'accompagner des freelances, des artistes, des créatrices et créateurs et entreprises qu'on pourrait nommer comme atypiques, à prendre leur place avec les outils de communication. Donc avoir une identité qui soit à leur hauteur, se démarquer, oser parler de soi, oser faire des images et de les faire dans un cadre qui est bienveillant et respectueux de ces personnes-là en fonction de leurs besoins spécifiques. Parce que faire des photos, c'est dur, parler de soi, c'est dur, mais quand t'as un mec cisgenre qui te dit non, mais en fait, t'es trop grosse, en fait, t'es pas assez bien habillée, en fait, tu devrais surtout pas parler de tes émotions sur la place publique parce que en fait, les clients, ils vont jamais te rappeler, ou de ton handicap, ou de tes neuroatypies. Et en fait, ça t'aide pas à t'empouvoirer, ça t'aide pas à te sentir bien, à exister, à t'assumer et du coup, à faire développer ton entreprise. Et il y a beaucoup de freins. Et puis, il y a aussi le harcèlement en ligne. Dès qu'on parle, quand on est une personne sexisée, on t'écoute pas, on te dit arrête de montrer tes seins ou tes oreilles ou ton nez, enfin c'est insupportable. Donc on a beaucoup de freins. Enfin je dis on, mais quand je dis on, je parle de toutes les personnes qui sont pas privilégiées. Donc ça concerne beaucoup de gens et ça concerne beaucoup de gens qui existent, qui sont dans la société et on leur donne pas assez de place et notamment pas assez d'espace safe pour bosser ces sujets-là. Et moi, j'avais besoin de ça. Et j'ai cherché pendant hyper longtemps, en fait, des gens doux, gentils, bienveillants, qui m'accompagnent dans mes propres difficultés sur ces sujets de société pour prendre de la place et pour oser le faire. Et j'ai pas trouvé. Et du coup, au bout de 10 ans, je me dis, ben merde, C'est je trouve moi la personne pour personne. m'occuper de mon image, m'accompagner, m'aider à faire les bons choix aussi au bon moment. Et pas absolument faire comme ce qu'il faut faire, parce qu'on n'a pas tous besoin d'un site web, on n'a pas tous besoin d'une identité graphique. On n'a pas tous besoin d'un site web ou d'une identité graphique pour évoluer. Et par contre, on a tous besoin d'une manière ou d'une autre de discuter avec nos clients, nos prospects, que ce soit sur la place publique, en ligne, en prenant des cafés ou passer des coups de fil. C'est quand même beaucoup de choses qu'on a plus de mal à faire. Et il y a beaucoup de sujets autour de la communication qui favorisent en fait et qui empouvoirent cet élan. Donc voilà, je fais ça. Tu as dit que tu accompagnes des personnes qui ont des projets ou entreprises atypiques. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour toi atypique? En fait, quand tu montes un projet, il faut choisir des bons mots et réfléchir à comment les gens vont venir à toi et comment ils vont se reconnaître dans ton projet. Malheureusement, on est encore dans un monde qui est hyper normé et qui est hyper classique. Et moi, j'ai pas envie de travailler pour des gens qui ont déjà beaucoup de privilèges et beaucoup d'argent, ou beaucoup de place et se sentir légitimes. Donc, quand je parle d'atypie, je parle de personnes qui se sentent hors normes ou qui se sentent atypiques. Ça peut être ne serait-ce qu'un sentiment, en fait. Je me sens pas comme les autres. En fait, non, mais c'est juste que dans un monde idéal, je dirais que j'accompagne des humains. Sauf que dans la réalité, les humains qui ont besoin de moi, c'est des gens qui se sentent violentés, en danger, pas en sécurité avec ces sujets-là, du fait de se sentir bizarre ou d'avoir des neuroatypies ou d'avoir été une femme qui en a à chier dans le sexisme au travail, d'être une personne LGBT, d'être une personne LGBT pas out et qui ne sait pas comment gérer ce sujet dans son travail, ou alors une personne qui porte un handicap, une personne qui a une charge mentale de ouf et en fait qui a 3 vies en même temps parce qu'elle doit gérer ses enfants, gérer les trucs à la maison et ça c'est pas normal en fait. Du coup moi je le mets dans la case atypie. Mais ça peut être voilà des personnes qui sont sur le spectre autistique, des personnes qui ont des
des particularités physiques qui font qu'elles se sentent pas autorisées à exister, à prendre de la place dans un monde qui prône une norme de beauté. Et donc des personnes grosses, ça peut être des personnes qui ont En fait, toutes les personnes qui vont se reconnaître, qui ont besoin de fait de leur situation, d'un espace safe, bienveillant et qui les accompagne en prenant en compte leur réalité et pas en les accompagnant comme si leur réalité était celle de quelqu'un d'autre. Ça parle aussi aux personnes qu'on appelle les slashers, qui ont plusieurs activités, plusieurs métiers, qui doivent quand même communiquer sur ces métiers-là. Mais ça parle aussi aux personnes qui travaillent sur des sujets atypiques, notamment, je parle beaucoup de sexualité, c'est un sujet qui m'importe, le consentement, la sexualité, les modes relationnels, le couple. Donc j'accompagne des personnes qui accompagnent d'autres gens, des thérapeutes. J'accompagne aussi des couples qui travaillent ensemble et donc ils n'ont pas la même manière de communiquer, la même manière de s'organiser. Du fait d'être en couple, donc il faut s'assurer d'avoir une vision commune. J'accompagne des gens qui sont dans le développement personnel, donc forcément dans un monde du travail un peu classique, tout ce qui est dev perso, spiritualité, c'est atypique. En fait, tout dépend de où est-ce que tu vas placer ta norme à toi. Mais voilà, ça concerne quand même beaucoup de gens. Et ça peut concerner aussi des personnes timides, tout simplement. Des personnes qui ont vécu, tu vois, j'ai accompagné une dame qui a vécu des trucs hyper traumatisants par rapport à son image à elle, du fait d'avoir été vachement mis en avant et vachement photographiée par des gens sans son consentement depuis toute petite. Ou alors des personnes qui souffrent de dysmorphophobie, qui se trouvent plus grosses que ce qu'elles ne sont et qui du coup ont un rejet d'eux-mêmes, des personnes qui sont anorexiques. Enfin, il y a tout ça, en fait, tout ce qui est difficulté aussi avec la perception de soi, sa propre image. Toutes les personnes qui ont besoin de s'adoucir et de s'affirmer et de prendre leur place et qui n'y arrivent pas à cause de ça, pour moi, sont des personnes atypiques. Donc si tu te reconnais, c'est que ça te parle. Mais c'est vrai que c'est un mot que j'ai dû choisir parce que on est dans un monde normé, mais dans un monde idéal, tout le monde a ses particularités, ses singularités et c'est pas un sujet, quoi. Oui, carrément. Mais je pense que ça rejoint pas mal un peu aussi le truc de rôle modèle, en fait, c'est toutes les personnes qui se reconnaissent pas dans une norme privilégiée qu'on a aujourd'hui dans la Ouais, société et qui, du coup, enfin, personnellement, je trouve que le poids des représentations est énorme et que typiquement, je sais pas, on va prendre un sport plutôt masculin, par exemple, en fait, si ce sport-là est représenté uniquement avec des hommes, les femmes seront automatiquement, même elles-mêmes, elles se se sentent mettront, légitimes, voilà, ouais, ou enfin, pas. iront jamais dedans Ouais. et se déqualifieront elles-mêmes et ne Et seront c'est même d'ailleurs pas. aussi, je l'ai pas dit, mais les personnes racisées. Le nombre d'images de mecs blancs de 50 ans en costard dans un endroit hyper blanc et froid pour parler d'entreprises qu'on voit sur les réseaux, dans les communications des entreprises, c'est gigantesque en fait. À quel moment il y a de la diversité dans les images qu'on utilise et les personnes qui sont racisées, qui subissent du racisme tout quotidien, se sentent légitimes à prendre leur place. C'est beaucoup plus dur pour toutes ces personnes-là. Donc il faut, pour moi, c'est hyper important d'un point de vue. Moi, j'ai la chance d'être, même si j'ai eu des maladies, je suis quand même encore valide, je suis en bonne santé, je suis une personne trans, mais je me sens animé et privilégié du fait. En fait, je suis privilégié du fait d'être freelance, du fait d'avoir ma vie et d'avoir créé une vie sur mesure pour moi et de pas avoir de patron. Et même si c'est très dur ou que ça a été très dur, je me sens privilégié de ça. Et du coup, j'ai envie de soutenir des personnes qui le sont moins et qui n'ont pas avoir la même ressource ou même la même énergie pour aller chercher des gens qui sont utiles. Je fais pas que moi du travail, il y a aussi des personnes qui travaillent avec moi, des équipes que je vais mettre sur mesure, que je sais safe, que j'ai plus ou moins validé et qui je travaille pour ces raisons-là, qui font que je peux conseiller tel graphiste, telle équipe, ou constituer une équipe adaptée à la personne que je vais accompagner. Et en fait, je sais qu'il y a des choses qui ne peuvent pas aller pour des gens hyper timides, racisés, polytraumatisés. On va pas leur mettre quelqu'un qui parle fort avec une personne hypersensible des oreilles. Enfin, ça me paraît être la base, mais c'est ce genre de choses aussi auxquelles on fait attention, quoi. Ouais, carrément. Euh, enfin, je pense on va grave aborder aussi tout ce qui est, enfin, justement, comment tu mets en place ça et tout. J'aimerais juste revenir justement sur ce que tu disais de prendre sa place et tout. T'as dit que pendant 10 ans, t'arrivais pas à prendre ta place dans le milieu photo slash vidéo.
Est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi ça a handicapé ton activité et aussi ton moral, j'imagine, et comment tu t'es Ouais, sortie de ça? merci de me poser la question. C'est vrai que c'est important, je pense que je partage ça. Il y a plusieurs choses. Je suis une personne trans qui a fait son coming out à 30 ans. Donc déjà, j'étais pas au bon endroit dans ma vie. Je me laissais pas vivre de la manière qui est juste pour moi. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Donc déjà, ça fait que c'était difficile de nouer des relations parce que j'étais pas moi-même déjà de base. Donc quand t'es pas toi-même, c'est compliqué d'être dans une relation simple et naturelle et fluide avec les gens, donc avec les clients, donc avec mes collègues. Et puis, je suis arrivé à Lyon. J'ai commencé à Lyon pendant 9 ans. Je suis arrivé, j'avais 22 ans. J'avais des rêves plein la tête. Je voulais bosser pour la culture. Et je me suis très vite confronté à des hommes avec du pouvoir qui te manipulent, qui te sous-payent, qui te font expliquer que tu vas réussir grâce à eux parce qu'ils vont te montrer tout leur réseau, qui t'épuisent à force de négocier tout le temps et de te faire du chantage, qui te parlent mal, qui te rabaissent devant d'autres personnes, qui te font des réflexions sur ton physique, des clients qui constamment, parce qu'en fait j'ai été beaucoup confronté je pense que j'avais besoin de ça, hein, mais à des hommes de pouvoir de 50 ans dans ma clientèle, dans mes clients, dans les gens autour de moi, et j'en ai pris plein la gueule, de manière un peu insidieuse, souvent, mais en fait c'était avant MeToo, et pour moi je suis arrivé dans le monde du travail en me disant qu'il fallait que je me batte, qu'il fallait que je me conforme pour trouver ma place, et surtout dans les grandes entreprises, parce que j'ai bossé pendant 10 ans dans des grands groupes, où en fait, t'es en tailleur. Moi, la première fois que je suis allé en entreprise, c'était avec des collants et des ballerines. Quand tu me vois aujourd'hui, bon là, vous avez pas l'image, mais c'est très très loin de ce que je fais maintenant. Maintenant, je vais dans un lieu où il y a de l'or sur les murs, j'y vais en Doc Martens, et les gens m'appellent pour qui je suis, et c'est pas à moi de me conformer. Donc je suis pas en train de lutter pour avoir ma place, lutter pour me faire une place et pour me faire accepter. Grâce à la communication et à le travail personnel sur ma propre valeur, ma propre perception, j'ai inversé la tendance. Euh, Maintenant, je fais plus ce qui est pas bon pour moi, mais c'est un travail qui est hyper long de déconstruction, de me rendre compte. Ah ouais, en fait, quand je prends ma voix douce au téléphone, que je fais des efforts pour tel client, c'est parce qu'en fait, j'ai peur de cette personne qui a du pouvoir, qui me parle pas très bien ou qui me coupe la parole. C'est pas forcément des très grosses violences pour le commun des mortels, mais quand c'est quelque chose qui t'arrive tous les jours et que tu as du mal à finir une phrase ou à faire une proposition à un rendez-vous client, que des fois on te fait déplacer pour te dire ah bah non, t'es bien mignonne, mais tu m'as pas assez séduit, avec des propositions pas ouf et pas professionnelles, en fait, t'as l'impression que le monde du travail fonctionne comme ça, que le monde fonctionne comme ça, et qu'il faut que tu joues un jeu. Donc j'ai essayé de jouer le jeu jusqu'à ce que j'en puisse plus, en fait, jusqu'à ce que je ne supporte plus travailler avec des gens pas doux, pas très consentement, pas bienveillants. Et après, la tendance s'est inversée. J'ai commencé à avoir plus de femmes dans ma clientèle naturellement et de me rendre compte qu'il y avait un autre monde qui était possible. Et ça a été compliqué parce que quand tu montes ton entreprise et que tu arrives dans un écosystème, en plus je connaissais pas grand monde à Lyon, tu crois ce qu'on te dit, tu as envie de bien faire, tu veux faire tes preuves. Et donc tu es déjà dans cette logique en début d'entreprise de, de montrer ta valeur. Et quand en plus tu as cette couche de violence systémique et de micro-violence régulière qui te barre la route et qui te barre toi-même ta propre légitimité à lancer des projets. J'ai attendu 5 ans avant de faire une expo perso, alors que j'ai bossé énormément. J'ai attendu 8 ans avant de faire un premier projet vidéo. J'ai attendu 10 ans, depuis que j'ai commencé à travailler, à commencer à imaginer que je pourrais peut-être un jour, avec l'aide d'autres personnes plus qualifiées que moi, à faire un film. Et là, je vois de l'émotion qui monte chez toi Ah parce ouais, que oui, je reconnais parce de qu'en ouf dans fait, ce c'est que tu dis. l'histoire de la vie de beaucoup de gens, de s'empêcher parce que l'écosystème, la société ne nous donne pas de place. Grave, alors que des mecs, par exemple, cis, blancs, qui ont justement toujours eu des gens qui leur disaient vous êtes capables, vous êtes, enfin c'est possible pour vous et tout. Directement, c'est des grands projets et très bien pour eux. Mais c'est des grands projets alors qu'ils sont même pas encore capables de le faire en vrai, mais ils ont beaucoup d'assurance. Et ça va? Ouais, ça va. Non, j'essaie de pas te couper la parole parce que ça va m'énerver, mais fake it until you make it, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Fais semblant jusqu'à ce que ça apparaît. Et en fait, quand t'as l'impression d'avoir confiance, quand le monde te dit, bah vas-y, mon petit,
tu as le droit de lancer des projets. Bah, c'est plus simple, parce que du coup, tu travailles ta propre confiance en toi en faisant. Et en fait, la plupart des... Puis il y a aussi un truc tout bête. Les gens qui travaillent le plus dans le freelancing, ce sont des hommes. Parce Mm. qu'ils sont plus visibles, parce qu'ils se montrent plus, parce qu'ils parlent plus, ils prennent des coups de fil, enfin ils passent des appels plus facilement, parce que il y a cet imaginaire que la personne qui a du pouvoir, qui gère, qui porte du matos, ou qui gère des gens ou des gros trucs, il faut que ça soit un mec. Ouais, Donc ouais, grave. de base, moi je me suis retrouvé dans un écosystème où toutes les gens autour de moi étaient que des mecs, et les meufs ou déjà il n'y avait pas personne queer, j'ai pas été en contact de personnes queer avant longtemps dans le travail. Et les mecs, bah, c'était eux qui avaient le business. Parce que forcément, quand tu crois pas être capable, bah, tu fais pas les appels à projets. Enfin, c'est tout bête, mais quand tu crois que t'es pas capable, t'y vas pas. Carrément. J'ai l'impression qu'il y a deux choses. C'est un, déjà, on nous donne moins la place, on nous écoute moins et c'est vrai, on nous légitime moins et c'est vrai, on nous appelle moins et c'est vrai, on nous fait moins confiance et c'est vrai, etc., etc. Je pense que quand t'es queer ou d'ailleurs quand t'es racisé ou quand t'as un handicap physique, enfin, il y a plein de discriminations qui existent et je pense que pour le coup, il y a pas mal aussi c'est pas les mêmes discriminations exactement, mais en tout cas, on subit tout ça, tous et toutes ça. Mais il y a déjà de un la discrimination de on nous donne pas, enfin beaucoup moins la place, et de deux en plus vu qu'on a été habitué à pas avoir la place, et ben on a intégré ça comme le sexisme intégré, le racisme intégré et tout. Même des personnes qui sont touchées par ça finissent par inconsciemment l'intégrer. Et moi je me souviens que même quand je m'en suis rendu compte, même quand j'étais plus d'accord et que machin, j'étais trop effrayée pour changer quoi que ce soit et du coup je restais comme ça. De plus en plus quand t'es dans des statuts plus précaires comme le statut de freelance. Je sais pas si toi t'as eu ça, mais moi j'avais vraiment peur de me dire déjà j'ai 3 clients, frérot, je sais pas comment. Genre, en fait, si je les tais, j'ai plus personne après. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont dans cette situation-là, en plus du fait que bon peut-être ils s'en sont rendus compte, non, déjà ça a pris du temps. Et en plus même quand on t'en rend compte, je pense que t'as peur aussi de te fermer, alors qu'au final, bah toi par exemple, t'as dit que t'as changé pas mal ta base de clientèle, j'ai l'impression. Mais au final, il y a plein d'autres gens aussi bienveillants à côté et c'est cool de le rappeler. Bah, en fait, quand tu as l'impression que le monde du travail fonctionne comme ça et que tu mérites pas mieux, quand tu crois, comme tu dis, que tu as intégré cette misogynie, cette discrimination, et que tu mérites pas mieux parce que tout autour de toi te donne ce signal-là, bah, c'est difficile de sortir aussi d'un truc qui te va pas et d'oser espérer mieux, d'oser rêver plus et d'oser affirmer je mérite mieux, je mérite de meilleurs clients, je mérite de prendre de la place, je mérite d'être invité dans un podcast, je mérite de porter la parole ou de faire mon propre podcast, enfin ou mon propre projet, ma propre expo ou peu importe. C'est vraiment, on se censure beaucoup et quand on s'en rend compte, c'est déjà énorme de faire ce travail-là de ok, à quel moment je me censure. Et c'est des rapports de pouvoir qui existent en entreprise de manière classique, mais qui sont beaucoup plus forts quand il y a des discriminations et des rôles de genre et de l'âge différents aussi. C'est difficile de se sentir légitime quand tu es jeune aussi et que tu connais pas le monde du travail. Moi, je pensais que le monde était gentil. Quelle désillusion après. Mais ouais, il y a aussi ce truc de la gentillesse. Vraiment, il y a un moment où je me suis dit, mais il faut que je devienne vraiment un connard en fait pour que ça marche. Et je veux pas devenir un connard qui fait des coups bas. Même mes propres collègues. Je cherchais des collègues, il y a plein de gens qui sont partis avec mes clients. C'est tout bête, mais quand bah, on est tous en train de se battre, il y a ce truc-là en fait de devoir se battre. Et il y a plein de gens qui sont partis avec des clients à moi, ou des gens à qui j'ai donné du taf qui m'ont jamais remercié, qui m'ont fait des coups bas. C'est assez rude parce qu'on a tous, on vit tous avec ce truc-là, on vit tous avec l'envie d'avoir sa place, d'avoir une activité qui marche et de s'en sortir, et qu'il y a beaucoup de gens précaires. Donc il y a aussi tout l'aspect de la concurrence, de se dire bah moi si je suis moi-même, ben, je dénote un peu, ou comment je peux être moi-même alors qu'il y a d'autres gens super à côté. On est dans des métiers aussi d'image qui sont extrêmement concurrentiels. Donc en fait c'est difficile de se dire bah j'ai ma place en fait dans cet écosystème. Mais ouais en fait c'est un long chemin, je pense, déjà de prise de conscience de à quel endroit ces micro-violences et ces violences systémiques existent, et de travail personnel pour se dire qu'on mérite tous mieux. Et en fait, c'est en m'entendant dire ça, je me dis, mais évidemment, j'ai entendu ça avant, tu vois, mais j'y croyais pas. Évidemment, j'ai entendu plein de gens me dire,
mais vas-y, fais ton film. Mais j'y croyais pas, tu vois. Et j'y croyais pas parce que c'était ancré à l'intérieur de moi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour déconstruire ça. Et en fait, il m'a fallu du temps en faisant. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans la communication, c'est que c'est pas moi qui va juste dire t'es légitime, vas-y, tu vois. Tout le monde s'en fout de mon avis. Évidemment, ça fait plaisir de m'entendre dire ça, mais ça suffit pas. Il faut l'éprouver, il faut l'incarner dans son quotidien. Et en fait, communiquer, être visible, c'est un travail et de se respecter dans la communication, se respecter avec ses clients, c'est un travail au quotidien. Et c'est en faisant, en fait, une fois que tu arrives à dire non à un client ou une condition qui te plaît pas, une fois que tu arrives à dire non à un truc, en fait, tu l'as fait une fois, donc après, c'est plus simple de pouvoir y revenir, de se rendre compte les prochaines fois où tu acceptes des choses qui te vont pas, et petit à petit, de t'empouvoirer là-dessus. Et en fait, c'est là où la communication, elle te permet aussi de soutenir ce travail, parce que les outils que tu as en communication vont rester. Donc ta photo de profil, qui est trop chouette, tu vas la garder 5 ans. Donc pendant 5 ans, tu vas pas dire je me sens pas légitime dans ma posture pro parce que tu as une photo qui te dit t'es légitime, j'ai de la place. Ton identité visuelle, tu vas la garder 10 ans, voire plus. Ta vidéo de présentation, tu vas la garder 3, 4, 5 ans. Si elle est bien faite, elle dure 10 ans. Donc en fait, ces outils-là, ils te permettent de t'empouvoirer, de te sentir plus légitime parce qu'ils sont bien faits, quelqu'un d'autre l'a fait pour toi, et tu l'as bien porté, et ça va te permettre d'ancrer à l'intérieur de toi que tu es capable, malgré les fluctuations de ton émotion, malgré le fait qu'un jour tu te sens comme une merde et après tu te sens comme Superwoman, ça permet d'être plus stable dans son évolution, en fait. Et c'est exactement ce que tu fais du coup avec les personnes que tu accompagnes. Enfin, tu les aides à, j'ai l'impression, s'empouvoirer sur leur image et tout. Est-ce que tu peux nous dire un peu, c'est quoi ton processus et qu'est-ce que tu proposes aux gens pour les aider là-dedans? Bah, tout va dépendre de tes problématiques. En fait, j'ai voulu construire un chemin très aléatoire et à la carte de ton déploiement de communication. Entre je me fais un logo, je me fais une identité visuelle, je me fais un site, je me fais des photos, je me fais une vidéo, et je fais moi-même ou j'apprends moi-même, en fait, tu as plein de possibilités. Et tu as des possibilités du coup de prestations où tu réalises des trucs, mais tu as aussi la possibilité de toi-même te former, toi-même apprendre à faire du facecam en vidéo, à prendre la parole, à faire ton podcast, à monter des vidéos sur ton téléphone. Donc en fait, j'accompagne des gens qui ont envie de se déployer, mais je les accompagne pas tous de la même manière parce que tous n'ont pas les mêmes points de départ, les mêmes besoins, et la prochaine marche pour eux à franchir ou la prochaine étape n'est pas la même. Donc je vais autant faire du conseil pour des gens qui ont du coup besoin de travailler leur autonomie, par exemple, de créer un système, des gens qui font du contenu régulièrement, ils ont besoin de créer un système qui soit soutenant pour eux, pour poser leurs idées, pour créer, pour mettre en page, pour trouver les outils, trouver les images, trouver les photos, les vidéos. Et ça, c'est pas moi qui fais pour eux. C'est que je vais les aider à créer ce truc-là pour que dans 3 mois, ils soient autonomes, ils n'aient plus besoin de moi, par exemple. Mais je peux aussi venir et t'accompagner pour avoir une identité visuelle en une fois, qui va te permettre aussi de te déployer sur d'autres aspects. Donc en fait, je fais plein de choses. On est 7 personnes dans l'agence. Il y a du conseil en images, en style, par exemple. Il y a une graphiste qui fait l'identité visuelle, des logos typographiques, des palettes de couleurs, des illustrations aussi. Il va y avoir une personne qui va te faire du conseil sur ton positionnement marketing avec des outils de dev perso. Et en fait, je suis un peu à mi-chemin entre les outils d'entrepreneuriat très froids et je le secoue très fort, et j'en ai fait des offres qui soient adaptées à des humains, à des freelances, à des gens qui ont des peurs, des gens qui ont des angoisses, des gens qui ont des réalités de la vie avec plein de choses à gérer, donc la charge mentale, des gens qui doutent d'eux-mêmes. Et du coup, les process sont pas les mêmes. Pour faire un site web, ça va pas être la même chose pour ces gens-là qui sont aussi... c'est leur bébé, leur projet. C'est hyper important, c'est un engagement important, c'est des investissements qui sont beaucoup plus durs pour un freelance à faire que pour des entreprises qui font beaucoup de chiffre d'affaires et qui sont habitués à investir. Donc il y a aussi cet aspect de je vais pas conseiller les gens d'aller trop vite, par exemple. Je préfère faire du conseil et que tu passes 2-3 mois pour réfléchir à c'est quoi la vraie bonne étape pour toi la prochaine fois, que je vais te vendre tout de suite un site web. Parce que peut-être tu n'as pas besoin de ça. Peut-être tu as besoin de te former
à faire autre chose. Peut-être tu as besoin d'avoir un Instagram et ça suffit. Peut-être tu as besoin de peaufiner ton marketing, ton positionnement avant de faire le site web. Parce que quand tu fais un site web trop vite, en fait, on fait des sites web qui sont dégueulasses, qui ont des palettes de couleurs qui n'ont rien à voir avec ton identité graphique, qui sont pas à ton service. Ton client, il comprend rien quand il y va parce que c'est pas clair. Et donc, tu as besoin de bosser ton positionnement. Donc, j'ai aussi une offre, par exemple, sur voilà, les outils marketing et pour avoir un cahier des charges très clair avant de faire le site. Et ça, tu peux prendre juste ça et après, tu fais ton site toi-même. Il y a aussi, ce que j'ai voulu faire avec les offres de l'agence, c'est d'avoir des offres qui soient modulables en fonction de ce que toi, tu sais faire. Un freelance, généralement, a plein de casquettes. Moi, je sais faire du montage vidéo, du montage audio, tu fais du mixage, tu fais de la photo, tu fais plein de choses. Mais il y a peut-être des petites choses dans tout le process que tu sais pas faire. Et donc, j'ai des offres qui sont un peu carrées, mais en fait, à chaque fois, c'est modulable parce que si je te fais de ton contenu, mais en fait, que tu adores faire de la photo, bah, je vais pas te faire de la photo pour toi. Ouais. Si tu as envie de le garder, tu vois, sauf si tu veux le déléguer. Tu peux Euh, prendre qu'un des Tu peux petits prendre une trucs. partie. Donc, ça m'arrive, par exemple, j'ai une offre sur la création de contenu et c'est modulable. Il y a une demi-journée de production d'images par mois. Ça peut être de la vidéo comme de la photo, mais je peux aussi te donner tout ça et après tu montes. Il y a des clients qui montent et qui adorent ça et qui le font très bien. Et donc, ils ont leur contenu. Je les aide à gérer leur tournage, je les aide à prendre la parole, à prioriser, à organiser. Aussi, il y a un soutien moral qui existe parce qu'on est des humains qui avançons et qui se soutenons les uns avec les autres. Et pas juste, je suis quelqu'un de très froid qui vient te dire, bah viens, on fait des photos, vas-y, je te mets rec et tu sors ton truc. Moi, je suis là pour t'aider. Donc, je gère le tournage, j'organise, on fait des rendez-vous de préparation. Je te demande, tu as fait tes devoirs chaque semaine, je te demande comment tu vas chaque semaine et ça m'intéresse vraiment. Et tu as le droit de me dire, je me sens comme une merde aujourd'hui parce que j'ai pris 4 kilos et que ma mère m'a dit que j'étais trop gros, tu vois. Et que, en fait, en fait, non, je vais plus mettre ma tête devant l'appareil parce que tout le monde pense que je suis pas adapté. Et ben moi, je vais te dire, bah si, viens, on fait ça d'une manière qui soit juste pour toi. Mais par contre, ils peuvent partir avec ces images et les traiter, les gérer, les travailler eux-mêmes. Ça peut être pareil pour la mise en page. Il y a des gens qui adorent ça, d'autres qui n'aiment pas. Et si tu veux être autonome et qu'il y a des choses qui te manquent, ben ça peut être de la formation. Donc, les conseils peuvent se transformer en cours sur la photo, sur la mise en page, sur la création de contenu, sur Instagram, ou alors en coaching pour avancer sur un projet, par exemple. Donc, en fait, je peux pas te répondre de manière très claire parce que Mais c'est clair en vrai. je fais tous les aspects de la communication, entre du conseil au référencement ou l'image ou de la vidéo, mais de manière adaptable et aussi avec des process qui soient plus digestes, plus adaptés, plus respectueux des gens avec qui je travaille et de leurs propres besoins. Parce que quelqu'un qui a une neuroatypie va pas avoir le même rapidité, par exemple. Parfois, il y a des gens qui sont très rapides et qui ont besoin que ce soit très vif. D'autres qui ont besoin de prendre grave leur temps. Entre eux, on y réfléchit, on s'y met. Mais une fois qu'on s'y met, on va vite. Et donc, je m'adapte aussi sur comment je discute avec les gens, comment je parle, comment j'organise les choses et qu'est-ce que je leur propose. Parce que, parce qu'encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir tous les outils. Il faut juste avoir les bons outils au bon moment et pas trop se presser parce que le monde a dit qu'il fallait que j'ai un Instagram et que je communique tous les jours, tu vois. Carrément. Donc toi, c'est quand même plus des formules à long terme où tu fais C'est aussi de pas la forcément des prise. formules à long terme, ça pareil, ça dépend des besoins. Il y a des gens qui ont envie d'être autonomes et d'autres qui ont besoin plutôt de déléguer sur du long terme et ça dépend d'où est-ce que tu en es, de ton fonctionnement. J'ai des formules de conseils à long terme sur des 3 mois minimum, mensualisées, mais tu peux le prendre à l'heure. J'ai une formule, tu vois, de conseils où je prends 1 heure et demie de conseils. Il y a un questionnaire en amont qui est très fouillé, un questionnaire qui te prend 1 heure à faire, donc tu sortes un peu tes tripes, et puis on va parler de l'image de toi, on va parler de ton business, de qu'est-ce que tu fais, comment tu arrives à en parler, des infos très froides, mais des infos un peu deep. Et donc, moi, je synthétise tout ça, je fais une recherche, et à la fin de cette heure et demie de conseils, et on va travailler ensemble, qu'est-ce que tu peux faire demain, bah, tu as un plan d'action sur comment tu évolues tu peux avancer tout seul, tu vois. Donc, ça dépend de où tu en es dans ton chemin. Et t'as dit que vous êtes 7, ces gens-là, enfin les 6 autres du coup. Je dis 7, mais je suis même pas sûr que ce soit 7. Vous êtes plusieurs. On est plusieurs, on a pas mal de partenaires Ok. aussi. Comment tu les as rencontrés et comment vous fonctionnez du coup On est plusieurs dans l'agence. Je travaille avec des personnes, ce qu'on appelle sexisées, donc des personnes qui ont été sexisées par la société et qui sont plutôt socialisées femmes, ou des personnes queer, en tout cas des personnes éduquées au consentement et féministes. Mais je travaille aussi avec des mecs cis.
qui sont éduqués et safe. J'ai travaillé longtemps avec plein de gens différents avant de me rendre compte mes propres besoins déjà pour moi, pour avoir une équipe qui me corresponde à mes propres atypies, à mes propres différences. Et j'ai mis beaucoup de temps à les trouver. J'ai vraiment travaillé avec beaucoup de gens différents. J'ai croisé beaucoup de graphistes, par exemple. J'ai croisé beaucoup de personnes qui font de la com et peu ont partagé ces valeurs-là, cette envie de structurellement de mettre en place ces valeurs-là pour lutter contre les micro-violences, par exemple. Donc j'ai mis du temps à trouver les personnes avec qui je travaille. Je les ai peut-être rencontrées à des différents moments de vie. Il y a une personne que j'ai rencontrée pendant le confinement, par exemple. On s'est retrouvés confinés dans un endroit avec plusieurs entrepreneurs que je connaissais pas. C'était une expérience incroyable et on s'est rencontrés en mode plus on se soutient avec d'autres entrepreneurs. Et ça fait C'est plusieurs trop années bien comme expérience. qu'on se soutient, qu'on avance ensemble. Enfin, je la croise régulièrement. Et de plus en plus, on s'est de plus en plus croisés. Je me suis rendu compte qu'on était complémentaires, qu'on travaillait sur le même sujet de la même manière, qu'elle était une brute de travail hyper carrée. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'organisation, en fait. Dans le travail, trouver des gens qui bossent bien et qui sont respectueux et qui sont engagés ne serait-ce que sur les deadlines et qui sont clairs dans ce qu'ils peuvent faire et quand et pourquoi et comment, bah rien que ça, c'est dur, en fait. Donc déjà, j'ai trouvé des gens qui travaillent bien, mais ça suffit pas. En fait, il faut aussi avoir une capacité à communiquer de manière claire. Pour moi, la communication, c'est vraiment ce qui fait c'est vraiment le point d'or de ma vie, quoi. Et donc, quelqu'un qui va te faire une remarque de manière douce, quelqu'un qui va être plutôt formé à la communication non violente, quelqu'un qui va prendre en compte ta réalité avant de te dire quelque chose, qui va demander ton consentement avant de te donner un avis. Donc, en fait, c'est à la fois de la formation. Il y a pas mal de personnes qui sont formées dans l'équipe. Moi, je suis formé à la communication non violente, mais d'autres personnes qui naturellement sont des gens très doux et très simples, en plus de bien bosser, quoi. Mais on s'est tous et toutes mis d'accord pour naturellement, ou alors parce qu'on est formé à travailler comme ça, quoi. Donc à faire attention aux uns aux autres, à ne pas faire de suppositions, à ne pas être méchant, à ne pas faire des remarques blessantes, à s'adapter aux clients, à faire, voilà, avoir de la douceur dans beaucoup d'endroits, en plus de bien bosser et de respecter les deadlines, quoi, qui pour Mm. moi est vraiment la base. Et tu traites beaucoup de sujets, en vrai, dans ton agence. Comment on se forme de façon vraiment formation ou pas, avec d'autres choses, à justement accompagner des gens qui ont parfois des histoires qui sont à 10 000 lieues des tiennes. Comment on fait pour accompagner des gens dont on n'a pas vécu le vécu, je sais. Alors déjà, moi, j'accompagne pas tout le monde. Si je sens qu'il y a des sujets ou des personnes qui ont peut-être pas besoin de com, mais d'aller voir un psy ou d'avoir du soutien ou d'avoir parfois, tu vois, je dis juste à des gens, je pense que tu as besoin d'avoir une assistante administrative et je vais te trouver quelqu'un pour ça et ça va te soutenir de ouf, mais t'as pas besoin de bosser ta com. T'as peut-être d'autres sujets. Donc les gens viennent à moi parce qu'ils se sentent safe, mais parfois je les réoriente sur d'autres. Il y a des coachs aussi qui existent. Donc j'ai les personnes qui travaillent avec moi dans l'agence qui font des choses, mais il y a aussi plein de partenaires. J'ai des personnes dans mon écosystème qui font du coaching de manière inclusive, féministe, qui traitent ces sujets-là. Je connais quelques psys qui sont fabuleux, que je peux conseiller. Et il y a des choses que je ne traite pas. Moi, c'est quelque chose qui est très clair en début de collaboration. J'ai une écoute active. Je suis formé à certaines choses, mais je suis pas formé à tout. Je suis pas psychologue. Je suis pas votre mère. Et on peut devenir pote. Mais il y a un cadre quand même. Il y a un cadre il y a des choses que je peux pas gérer. Et du coup, mes accompagnements, ils sont assez carrés. Et avant chaque accompagnement, on reformule. Il y a un contrat. C'est assez clair le terrain est assez clair en fait. Je vais dire, on va travailler là-dessus parce que tu n'as pas été problématique. Avant chaque accompagnement, en fait, on fait un espèce de mise à niveau de est-ce qu'on est bien d'accord qu'on bosse là-dessus. On bosse comme ça. Je te propose un plan sur 3 mois. Moi, je sais où je vais aller. Mais ça, je traite pas, par exemple. Ou ça, c'est pas mon sujet. Ou je veux bien t'écouter et je peux écouter beaucoup de choses avec plaisir. Mais je vais pas avoir une posture de donner des conseils parce que c'est pas mon métier sur certains sujets ou donner un avis. Donc par contre, je vais demander la question, est-ce que tu as besoin de conseils? Est-ce que tu sens que tu as besoin de soutien? Moi, je sais assez bien ma limite en termes d'accompagnement parce que je suis pas thérapeute.
Par contre, j'ai des outils, donc j'ai été formé à la communication non violente, mais c'est aussi un chemin qui est, extrêmement long et je peux continuer à me former. Heu, je suis quelqu'un de naturellement empathique, donc il y a beaucoup de choses que je peux, entendre parce que moi j'ai un appui assez solide et je me connais bien. Et il y a des outils que j'utilise, au quotidien, notamment le consentement, c'est quand même un peu la base. Mais en fait, ça permet aussi de veiller à mon propre consentement. Est-ce que je suis consentant à avoir cette place-là pour cette personne? Et avoir cette hygiène et cette réflexion, cet automatisme de: «Est-ce que je suis la bonne personne?» Mais une fois qu'on a signé, une fois qu'on est parti sur un truc, bah, c'est que c'est bon et qu'on a validé. Par rapport au consentement, il y a un truc tout bête, c'est que je fais jamais signer les gens après un premier rendez-vous. Après un rendez-vous de découverte ou un rendez-vous d'échange, on prend le temps. Mais vraiment, pour moi, prendre le temps, c'est nécessaire parce que du coup, ton corps, il va te dire, ou tu vas naturellement te dire oui ou non, mais ça ne sera pas sous la pression, ça ne sera pas parce que je suis allé gratter un truc vulnérable, tu vois. Oui, tu leur laisses le temps de prendre du Ouais, recul dessus. déjà, on rentre pas dans les vulnérabilités si c'est pas nécessaire ou si c'est pas consenti. Et c'est pas du tout obligé, en fait. On peut être vulnérable, on peut avoir des atypies et travailler dessus sur des outils de com sans forcément t'étaler et chialer en rendez-vous. Tu vois, c'était pas mon rôle et je suis pas là pour en rajouter. Je suis pas là pour rendre les gens plus vulnérables. Au contraire, moi, ça me va très bien qu'on n'en parle pas. Il y a des clients qui, je sais, qui traversent des choses. Ils vont peut-être me prévenir de leur bon, là, j'ai passé une semaine horrible pour tel sujet, mais on va pas en parler, en fait, s'ils ont pas envie. Donc moi, le consentement aussi, il existe là-dedans, dans chaque échange et consenti. Et je veille à ce qu'on n'aille pas à des endroits qui soient pas de mon rôle ou pas vraiment très justes pour les gens. Donc après un rendez-vous, les gens prennent le temps. 3 jours après, je leur envoie un récap avec une proposition et je leur dis bah, au minimum une semaine, quoi. Y a pas, de toute façon, je suis rarement disponible à la minute parce que je travaille de manière assez organisée, donc je prévois des choses en amont. Et c'est bien aussi pour moi de me préparer avant chaque projet. Donc c'est bien que j'y pense un peu, c'est bien que je me plonge dans l'univers de la personne et que j'ai le temps moi-même de digérer les choses pour que quand on travaille ensemble, je sois hyper disponible vraiment, préparé et que j'ai les bonnes infos. Donc il n'y a pas forcément de pression. En tout cas, moi, je défends aussi un travail qui soit écologique et doux. Et j'ai beaucoup été avec des agences ou des clients qui me disent c'est pour hier. Et ça, pour moi, c'est une des conditions qui est plus négociable. Je ne travaille plus dans l'urgence. Je travaille dans l'urgence sous certaines conditions, par exemple, si je le sens. Mais je veille autant à mon propre consentement que le consentement de mes clients. Et puis si moi, je me sens dépassé ou si je me trompe, ça arrive, bah, j'ai toujours un plan B, une personne qui peut me soutenir, moi-même du soutien avec du recul si j'ai besoin. Mais je suis pas un thérapeute ou une personne qui va... voilà, je vais pas ouvrir... enfin, oui, ça fait beaucoup de bien, oui, c'est vulnérable, mais je sauve pas des vies. Et c'est pas mon rôle, et je suis pas en train de faire des opérations à cœur ouvert, donc ni à trip ouvert. Je demande pas aux gens d'ouvrir leur trip. Ça, c'est vraiment important, quoi. Parce que la dernière fois, ce que tu as dit, c'est ça qui m'a fait oublier. J'entends souvent, je suis pas chirurgien et tout, et je comprends de ouf, genre, je sauve pas des vies et tout. Mais je trouve que c'est justement, des métiers qui sont hyper importants et qui peuvent changer des vies de gens, tu vois. Mais je comprends de ouf, hein. Tu veux que je te dise un truc là-dessus ou pas? Si tu veux. Bah, en fait, oui, en fait, il y a plein de choses qui peuvent changer des vies. Moi, clairement, demain, je vais à la boulangerie, je croise quelqu'un dans la rue, un client ou une personne avec qui je discute et on a un échange. Ça peut me changer ma vie, en fait, une rencontre avec n'importe qui ou n'importe quoi. Mais je considère que, oui, peut-être que je peux avoir un rôle important à un certain moment donné pour quelqu'un et ce que je fais est important et a du sens et a un impact. Mais c'est pas moi en tant que personne qui est permis aux gens. C'est pas mon ego en fait qui est responsable. Je suis pas un grand gourou, tu vois, qui va dire c'est grâce à moi. Si tu es déjà venu vers moi, c'est grâce à toi. C'est toi qui es venu vers moi. Moi, j'apporte quelque chose, mais tu as le droit de pas le prendre et tu as le droit d'avoir une avancée de ouf dans ta vie avec d'autres outils. Il y a d'autres outils qui existent. Tu peux faire du coaching, tu vois, tu peux aller à autre chose. C'est intéressant. Et si jamais le travail qu'on fait ensemble, et effectivement, moi, ça m'a changé la vie, hein, d'oser parler en public, d'oser faire des trucs comme ça change une vie, c'est clair. Mais c'est aussi important dans l'accompagnement de ne pas avoir une posture de sachant en se disant que la personne qui est en face, oui, ok, elle est vulnérable, oui, elle vit des trucs horribles peut-être, ou pas, mais plus ou moins, mais en fait, c'est elle d'abord qui sait, c'est elle d'abord qui fait le job, et c'est elle d'abord qui est maître du rythme auquel il va ou elle va.
Et c'est pas moi en tant que personne, Alan en tant que personne en fait qui va te dire viens par là, c'est super. C'est est-ce que tu as envie qu'on fasse un pas par là. Est-ce que ça te va, est-ce qu'on continue, et ainsi de suite. Et surtout c'est toi qui fais le chemin, tu vois. Moi oui, j'ai des lumières comme d'autres personnes, j'ai plein d'outils, mais c'est toi qui t'en sers en fait. Tu vois, moi je vais t'apporter quelque chose, mais ça peut aussi ne servir à rien parce que tu vas rien en faire. Si je te fais une putain de vidéo qui est trop stylée, si tu l'envoies pas à tes prospects, elle va servir à rien, tu vois. Donc moi, j'ai aussi une limite. Je sais que mon travail il dépend aussi du travail des personnes en fait. Carrément. Non, c'est important de ouf de rappeler ça. Enfin, de te dire, écoute, ma posture, elle est comme ça. Et si on veut travailler de façon safe, ensemble et bienveillante, autant pour toi que pour moi, il faut la respecter, cette posture-là. Bah, c'est surtout aussi pour éviter encore des rapports de pouvoir qui Ouais. existent dans le travail, dans le coaching, dans l'accompagnement. Moi, je travaille pas avec des gens qui pensent que je suis quelqu'un de supérieur. Enfin, ça n'a pas de sens. Je suis aussi un humain comme tout le monde. Et c'est quelque chose que je dis en fait. C'est pas parce que j'ai lu un truc en plus ou que j'ai pratiqué une activité en plus, par exemple par rapport à toi qui est la communication, que j'ai la science infuse et que tu n'es pas un adulte qui est souveraine de ton chemin, quoi. Par contre, c'est vrai que ça peut être puissant, clairement. Enfin, l'outil de la photo et de l'image de soi peut être très fort. Mais c'est pas. Moi, je suis juste quelqu'un qui met de la lumière, tu vois. Je mets de la lumière sur les gens, c'est notre travail. Je les accompagne dans la bonne pièce pour avoir la bonne lumière au bon moment, tu vois. Et des fois, ils aiment bien le rouge, des fois, ils aiment bien la lumière blanche, des fois, ils aiment bien la lumière tamisée. Et nous, on prépare un peu l'espace, mais ils ont le droit de repartir, ils ont le droit de vouloir changer des choses. Et on y va ensemble, tu vois. C'est pas moi qui impose, quoi. Ton agence, dans le monde entrepreneurial actuel, je trouve aussi une volonté, j'imagine, de aider à visibiliser aussi d'autres personnes dans l'entrepreneuriat. Comment ton agence elle se place justement dans ce milieu entrepreneurial et comment tu te sens dedans toi avec... Je pense que j'aurais pas pu monter ce projet il y a quelques années parce que je n'étais pas du tout dans un écosystème féministe, éduqué sur ces questions-là ou safe. C'est vrai que j'ai eu la chance de petit à petit de m'entourer de gens qui sont un peu ouverts et un peu éduqués. Donc c'est vrai que mon feed LinkedIn, par exemple, il est quand même rempli de plein de gens qui portent certaines paroles sur ces sujets-là, qui travaillent sur des sujets qui m'intéressent et qui sont en lien avec mes valeurs. Mais c'est vrai que je n'imaginais pas que c'était possible il y a 5-6 ans. Je voyais pas d'issue, soit je me conformais, que je jouais le jeu et je continuais à être un prestataire de service qui fait un peu son chemin dans son coin parce qu'il trouve pas son écosystème. Mais j'ai trouvé des écosystèmes dans lesquels je suis avec des personnes qui du coup travaillent au service du vivant, au service de la visibilité, qui travaillent dans des assos, qui militent. Mais c'est pas que ça aussi, c'est aussi des gens qui sont chargés de com et qui sont LGBT, qui ont juste besoin de pouvoir donc dans une grosse structure par exemple, et qui ressentent naturellement avec moi un espace safe parce qu'on peut parler de nos vies sans se sentir jugé. Donc c'est pas forcément que du militantisme, c'est à plein d'endroits dans les entreprises. Je travaille pas que avec des personnes éduquées non plus. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'on est féministe, tu vois, ça n'a aucun lien. Donc c'est intéressant parce que je permets aux autres de prendre leur place et tu me demandes comment moi je me situe, comment l'agent se situe et trouve sa place. Et en fait, je pense pas des fois j'ai l'impression d'être un peu bizarre, mais en même temps je suis quand même dans un écosystème où bah, ça a sa place, où en tout cas ça a des résonances. Mais clairement, je fais ce que je veux, enfin, j'incarne ce que je souhaite pour les autres, c'est juste, je prends ma place, tu vois. Et je prends ma place avec mon équipe, qui elle-même prend aussi sa place sur d'autres sujets, mais j'ai pas demandé l'autorisation de faire ça. Et je pense que si j'en avais parlé à des gens qui ont peut-être plus d'expérience dans l'entreprise, des mentors d'entreprise, ou même tu vois, des gens de mon entourage qui réussissent dans l'entrepreneuriat, j'en ai quand même connu plein. Mais en fait, à chaque fois, on me regardait avec des gros yeux, tu vois, tu vas pas faire ça. Enfin, c'est pas
c'est pas académique, c'est pas conventionnel. Et puis c'est aussi, moi pendant longtemps, on m'a dit qu'il fallait que je me spécialise pour réussir. Et je voulais pas me spécialiser dans une pratique, dans une compétence, parce que j'aime apprendre des choses, j'aime faire des choses différentes. Et je trouve que entre la photo et la vidéo, par exemple, il y a beaucoup de richesse et ça a beaucoup de sens d'accompagner des freelances en faisant les deux en même temps, par exemple, aujourd'hui, avec les outils qu'on a. Donc je voulais pas me spécialiser que dans un truc. Et je trouve que d'avoir des CV à rallonge en disant je suis photographe, réalisateur, machin, truc, en fait, on sait tous faire plein de choses. Et moi, ma manière de me positionner, de me spécialiser, c'est pas dans comment je fais, c'est avec qui je fais et pourquoi je le fais. Et je trouve aussi que ça. C'est aussi des choses que je vois pas trop. Là, dans l'écosystème, les gens se positionnent, mais c'est aussi une question de communication. Comment ils se présentent? Ils se présentent en disant je suis photographe, je suis peintre, dessinateur, illustrateur, brodeur. Et en fait, c'est pas ça qui va les présenter en fait. Le pourquoi, il est hyper important. Le pourquoi on fait les choses. Quel est ton mouvement et ton chemin en fait. C'est aussi pour ça que je parle beaucoup de chemin. Mon logo, c'est une histoire de chemin. Parce que juste je me fraye un chemin, tu vois. Et je me fraye un chemin dans un écosystème qui est certes de plus en plus ouvert, mais je sais que ça peut dénoter encore pour beaucoup de personnes. Mais je pense que c'est nécessaire, en tout cas ça l'était pour moi. Et on est encore au début, hein, ça fait un an et demi que je travaille dans ce format-là, que je passe de photographe à agence, et je le vois. Je le vois maintenant, en fait, déjà rien que de dire et d'avoir des valeurs et de créer des espaces safe, c'est une énorme nécessité de ces politiques, et que ce soit avec cette agence ou avec un autre projet, peut-être moins avec l'étendard à Tipeee, je l'aurais fait comme ça, tu vois, j'aurais quand même parlé d'espace safe et de gentillesse parce que c'est important, quoi. Je sais pas si les gens me trouvent bizarre. En tout cas, en tout cas, j'ai plus envie d'attendre, comme ce que je souhaite à tout le monde, qu'on te fasse de la place, quoi. Cette phrase, ça résonne trop en moi. C'est vraiment exactement ce que je dis. Typiquement, dans le féminisme, tu sais, il y a plein de gens, bon, les gens qui écoutent le podcast, ils vont en avoir marre, je le dis à chaque fois, mais genre, il y a plein de gens qui disent, ouais, enfin, j'ai plein de potes féministes qui me disent, j'ai pas envie d'éduquer les mecs parce que c'est pas mon rôle et j'ai pas le time. Et je comprends de ouf, et c'est hyper ok. Mais dans ma tête, je suis en mode, moi, j'ai pas le temps d'attendre qu'ils changent de même, en fait. Enfin, le monde, c'est trop de la merde. Ma vie, ça a été trop de la merde à cause d'eux. Et du coup, moi, je suis en mode, j'ai pas le temps d'attendre. Je vais en fait, je vais les faire changer. Pas moi, mais tu sais, genre, j'ai envie de, en fait, c'est une nécessité comme moi, les autres luttes que genre, me mettre dans l'action, ça m'enlève beaucoup d'anxiété, en fait. Et du coup, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis sur le monde de l'entrepreneuriat. Je sais pas, en fait, je me suis longtemps mise beaucoup de côté et tout, et à un moment, j'ai juste pété un câble. J'en ai eu trop marre, et j'ai genre, mais j'ai pas le temps d'attendre qu'on m'ouvre des portes parce qu'on le fera pas, et qu'on l'a jamais fait, tu vois. Enfin, le patriarcat et le capitalisme, par exemple. Et du coup, ça me rend trop triste, moi, de voir des histoires de gens qui, justement, ont pas pu avoir leur place parce qu'ils étaient trop pauvres, trop racisés, trop femmes, Ils trop ont pas fait non-binaires, trop... HEC, ils ont pas les Voilà, parents qui investissent. c'est ça. Et du coup, Ouais. moi, je trouve, enfin, personnellement, et je pense qu'on a des histoires un petit peu où on n'a pas eu trop de place dans la société, j'ai l'impression qu'on a une nécessité aussi de faire changer les choses qui s'expriment de façon Mais en fait, différente, peut-être. je comprends de ouf ce que tu dis. Je comprends complètement. Ce qu'il y a, c'est que une manière de faire changer les choses, c'est d'incarner, de s'apporter à soi sans demander à personne, tu vois. Et quand les gens te voient prendre ta place, les gens te voient exister, d'une part, ça peut faire changer les gens qui pensaient que tu n'avais pas le droit ou qui ne te sentaient pas légitime, ça les fait taire. Mais surtout, ça empouvoir tous les autres qui te voient faire et qui te disent, mais en fait, moi, je peux. Si machin, il fait un podcast d'1 heure et demie pour parler de féminisme, ça veut dire que moi, je peux. Et surtout, si ça marche, c'est possible. Donc, c'est une manière d'ouvrir sa voix, d'incarner quelque chose et de mettre la lumière sur les autres, en fait, de s'en mettre sur soi. Et en fait, c'est ça qu'on comprend pas dans la com. C'est que c'est tellement tabou de prendre de la place pour toutes les personnes atypiques.
et notamment les femmes, et les femmes racisées encore plus. On t'apprend à raser les murs, on t'apprend à parir fort, à pas être trop drôle, pas être trop intéressante. Et du coup, c'est tellement ancré en nous qu'il ne faut pas prendre de la place, il ne faut pas partager son intimité, il ne faut pas exister publiquement ou juste montrer son travail parce que c'est hautain, je me la pète, je spamme les autres. Il y a les croyances sur juste quand tu prends de la place qu'il y a où je fais de l'ombre aux autres. J'ai des copines qui osent pas montrer leur travail parce qu'elles se disent bah non, je fais de l'ombre à d'autres personnes qui sont encore moins privilégiées que moi. Et tout ça, c'est encore des trucs intériorisés. Mais juste quand il va, bah, tu fais du bien à tout le monde en fait parce qu'on arrête de se poser ces questions-là. T'éduques ces gens, mais pas en prenant cette charge de. Alors tu pourrais monter un business qui éduque les gens, hein, mais tu prends pas cette charge sur toi. Tu t'apportes à toi et c'est en t'apportant. En fait, juste le bien-être, enfin, s'apporter du care, du bien-être, de la place, de la légitimité. C'est en fait la première. Pour moi, c'est le truc le plus important en fait. Parce qu'on peut pas s'épuiser à changer le monde. Mais par contre, on peut s'apporter à soi et c'est en se changeant soi. On va pas attendre que ça vienne de la société. Enfin, malheureusement, ça n'arrive pas. Ça évolue pas assez vite. Ça évolue quasiment pas. Et moi, si j'attendais que mes droits en tant que personne trans changent pour me sentir légitime de prendre la place sur LinkedIn en tant que personne trans, bah, Faut être patient. Voilà, faut être très patient et je ne serai plus là. Et voilà, il faut. Ouais, je pense que en fait, tu inverses la charge, tu te donnes le temps que tu pourrais mettre à éduquer la terre entière, bah, tu te l'apportes, tu te le donnes en t'apportant du bonheur, du bien à toi. Et en fait, petit à petit, bah, on se répare, on tient plus debout, on fait et on se réunit. Enfin, franchement, ton podcast, comme plein d'autres projets, c'est une manière de réunir les gens en non-mixité, de porter de la parole, de parler à d'autres gens et de se réunir et de se soutenir dans nos luttes et nos emmerdes, c'est nécessaire, tu vois. Et rien que ça, mais c'est trop bien, tu vois. Je commence à faire des cercles de parole avec des freelances queer, mais c'est trop bien. Moi, je vais plus en after work parce que c'est pas assez safe pour moi, tu vois. Ça fait plus de 2 ans que je vais plus en after work. J'y suis allé il y a 6 mois. J'ai failli m'évanouir parce que il y a quelqu'un qui a fait une réflexion devant tout le monde sur les personnes trans, tu vois. Et je me suis pris plein de questions de plusieurs personnes qui pensaient être très, très gentilles, attentionnées. Mais c'est mon quotidien de me demander si je suis une fille ou un garçon et est-ce que j'ai fait une transition et est-ce que j'ai un pénis, tu vois. Donc c'est usant et nécessaire de se réunir. Donc si moi j'ose dire, parce que j'ai le privilège de le dire, je suis comme ça, j'étais à la Tipeee, je suis LGBT et compagnie, bah, d'autres personnes vont se réunir et donc on se réunit, on fait groupe et ça donne de la force et surtout ça donne une famille de soutien en fait. C'est l'intérêt de faire communauté que je découvre au fur et à mesure de ma transition, mais ça donne de la force parce qu'on se dit bah en fait si toi t'as du mal à dire merde à un client qui te parle ou qui te fait une réflexion sur tes fringues ou qui te fait de la drague mal placée, bah si tu peux en parler à quelqu'un qui te comprend, qui va te donner des tips, après quand tu y retournes tu te sens plus fort quoi. Et c'est aussi ça que j'ai envie de défendre avec l'agence, c'est que c'est au-delà de, oui, c'est un projet entrepreneurial où j'ai envie d'apporter des choses aux gens, mais j'ai aussi envie que les gens se réunissent et se sentent moins seuls pour qu'on puisse s'apporter de la force et ensemble, on prend de la place et ils vont s'habituer, tu vois. Je sais plus quel grand penseur, ça, probablement un mec cis qui a dit ça, mais malheureusement, c'est vrai, quoi. Donc toi, t'es sur Paris. Je suis à Paris, je travaille beaucoup à Lyon aussi. Et du coup, tu as créé des cercles de parole, t'as dit? Je sais pas si c'est Bah, en fait, accessible ou c'est pour l'instant, j'y vais doucement. J'ai 2 projets par rapport à ça. Donc, on a un groupe de freelance queer qui est un groupe plutôt un peu fermé pour l'instant. Mais j'ai une liste d'attente de gens. Donc, si ça t'intéresse de rencontrer d'autres freelance queer et de se réunir autour d'afterwork ou d'événements, j'aimerais créer en 2024 des afterwork queer. Mais pour l'instant, on attend d'avoir des lieux, on attend de trouver un espace qui soit safe avec ce qu'il faut sur Paris ou peut-être dans d'autres villes. J'ai été contacté par des gens dans d'autres villes, donc je sais pas, on verra. Je sais aussi qu'il en existe d'autres, donc pour l'instant je réfléchis, mais vraiment, moi, je le fais pour moi, hein. Évidemment je le fais pour tout le monde parce que ça va permettre à d'autres personnes, mais
moi, ça va certainement m'aider à lutter contre la solitude et le fait qu'en fait, j'ai l'impression d'être seul dans le milieu de l'entrepreneuriat queer. Alors qu'on est des milliers, qu'on est juste caché, qu'on n'est pas out et qu'en fait, il faut qu'on se réunisse en non-mixité et dans un espace qui nous permet d'échanger, quoi. Et se soutenir les uns les autres dans nos activités et créer de l'émulation et Effectivement, je trouve que le fait d'être entouré, ça change tout et surtout de gens qui te comprennent vraiment. Moi, je me suis lancée il y a 2 ans en arrivant à Lyon. Je viens de Paris à la base aussi, enfin de région parisienne. Et j'étais toute seule parce que du coup, j'ai déménagé, je connaissais personne à Lyon, sauf ma meilleure pote que j'aime, mais qui n'est pas du tout dans le même domaine que moi. Elle fait des études de physique. Donc tous mes potes, c'était des gens en physique parce qu'elle m'a fait présenter ses potes et tout, c'était trop bien. Mais du coup, moi, j'avais pas l'occasion de rencontrer du monde vraiment et tout. Et du coup, c'était super dur pour moi parce que j'étais entourée de gens, en plus, qui étaient pas du tout dans l'entrepreneuriat. Donc déjà, pour m'aider sur ça, c'est hyper compliqué. Et en plus, qui étaient quand même... Je les adore et tout, hein, mais c'était quand même des gens qui avaient pas du tout les mêmes luttes que moi. Moi, j'étais très militante à Paris et je suis arrivée avec des gens qui étaient pas du tout politisés, donc j'étais là, oh j'ai besoin de parler de tout ça, j'ai beaucoup d'émotions. Et du coup, aujourd'hui, 2 ans plus tard, j'ai vraiment fait une base, j'ai vraiment eu la chance de me faire une base de potes dans l'entrepreneuriat ou en tout cas l'audiovisuel / art en général, et en plus qui sont hyper politisés, avec qui justement on est en train de lancer des projets ensemble. Et moi, je sais que ça m'a changé la vie, ça m'a donné vraiment de la légitimité, en plus de la motivation, je me sentis comprise, et en plus vraiment t'as des gens qui comprennent quand t'as besoin d'être remonté un peu, quand t'as besoin de comprendre comment ça marche ta facture, parce que putain tu comprends pas, bah, t'auras toujours un pote qui va comprendre. Et la force du collectif, je trouve ça vraiment important. Autant en vrai que sur des réseaux quand on est tout seul. Moi, ce qui m'a sauvée, c'est d'écouter justement des podcasts, voilà. Je sais pas si toi, t'aurais des trucs un peu à recommander que recommander. t'écoutes et tout, ou que tu J'écoute beaucoup de regardes. podcasts, moi aussi, Ouais, c'est pour c'est ça. toujours dur comme question, parce Non, que faut choisir d'un coup je tout pensais ça. pas que t'allais me poser cette question de recommander, mais je sais pas quoi dire en fonction de ta situation, mais c'est vrai que, en fait, moi, en vrai, je sais pas quoi donner comme conseil parce que j'ai passé 10 ans à essayer de chercher des copains dans l'entrepreneuriat, à pas trouver les bons, à me casser les dents sur toutes les personnes avec qui j'ai bossé quasiment. J'ai trouvé des gens hyper talentueux, hyper intéressants, hyper chouettes, mais avec qui le lien était aussi parce que j'étais pas complètement au bon endroit dans ma vie moi-même et aussi pour plein de raisons. Plein d'autres raisons aussi, c'est la vie, on peut pas s'entendre avec tout le monde, hein. Mais j'en ai vachement souffert pendant 10 ans de solitude là-dedans, même si j'ai rencontré plein de gens. Il n'y avait pas ce truc du collectif j'avais pas forcément conscience de où était mon collectif, tu vois. Maintenant que j'ai compris que j'étais trans, bah, je comprends que ce qui va me faire du bien, c'est d'être avec d'autres freelances trans atypiques parce que j'ai compris que j'étais atypique. Même si je suis pas encore diagnostiqué, je suis en train de faire cette recherche-là et du coup, je comprends ce qui me fait du bien. Mais pendant très longtemps, j'avais pas conscience de quoi j'avais besoin, tu vois. Donc de quelle famille. Je savais pas où chercher ma famille. Je cherchais chez les photographes, chez les vidéastes, chez les entrepreneurs, chez les créatifs. En fait, j'ai pas trop trouvé parce que je suis un peu tout ça en même temps et voilà. Donc maintenant, ce qui me fait du bien, c'est ma communauté queer. Et encore, c'est aussi parfois pas évident de rentrer dans des communautés quand t'es en chemin sur ta queerness. Moi, ça me fait du bien d'y aller par le prisme du travail parce que c'est ma zone de confort. Mais c'est pas simple parce que ça te ramène aussi à toi. Voilà, il y a l'aspect personnel aussi qui est fort. C'est vrai que j'aurais adoré rentrer dans un cercle d'entrepreneurs avant, tu vois, et j'en avais essayé, je faisais beaucoup d'afterwork avant, mais je trouvais pas ma place. Donc, en fait, ce que je peux dire maintenant, c'est que j'ai l'impression que depuis quelques années, ce qui existe, c'est des communautés d'entrepreneurs, des communautés de freelance, des coachs qui ont des communautés. Et moi, ça m'a extrêmement soutenu. Parce que on se retrouve autour je travaille, on est là pour s'entraider et on est là pour suivre un programme. Donc on se voit, on discute, il y a un espace pour discuter en ligne et tout. Et donc on a tous choisi cette personne, donc on fit avec les mêmes valeurs de la personne. Et moi j'ai fait ça pendant 1 an et quelques. Et j'ai une personne qui s'appelle Thomas Burbidge, je vais faire un petit peu de pub, un peu de pub parce que je l'aime beaucoup. C'est un coach qui est féministe, qui est éduqué, qui travaille vraiment différemment
Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes dans sa clientèle. Il a un podcast qui s'appelle Young, Wild and Freelance. Ah, mais c'est Magali qu'on a parlé dans le podcast. Quand Ah on bah était oui, en ensemble. fait, c'est pas comme ça que j'ai rencontré Magali, mais c'est Magali a bossé avec Thomas. Et j'ai vu le travail de Magali et je me suis dit, je veux travailler avec Magali. Donc c'est comme ça que je t'ai rencontré, grâce à Magali et du coup grâce à Thomas. Et en fait, c'est quelqu'un qui, voilà, il y a lui, mais il y a aussi d'autres choses, tu vois, il y a plein d'autres personnes. Mais c'est vrai que pour moi, faire communauté et du coup d'avoir un endroit où tu travailles ton perso, ton dev perso, tu vois, ton évolution personnelle avec un prisme business et les deux en même temps, en tant que freelance, c'est extrêmement nécessaire. Et moi, je l'ai fait un peu dans mon coin pendant longtemps, dans des communautés alternatives, dans d'autres endroits où j'ai fait famille. Et là, c'est vrai que j'ai vachement trouvé le fait de faire famille en tant qu'entrepreneur, entrepreneur engagé. Euh, mais tu vois, j'en connais pas des masses, des communautés comme ça, gérées par des gens que je pourrais... Là, je l'ai éprouvé moi-même. Donc ça vraiment... Enfin oui, je vais le dire, je vais faire de la pub à Thomas Burbidge. Je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement bon dans ce qu'il fait. Et il a une approche du coaching entrepreneurial qui, pour moi, n'est pas vue ailleurs, en fait. J'ai essayé plein d'autres coachs, plein d'autres accompagnements où j'ai voulu prendre d'autres formations. Là, j'ai trouvé un équilibre entre voilà, mes engagements, mes valeurs, ma manière d'avancer, le soutien et le fait de faire communauté. En plus, avec quelqu'un qui t'aide à t'évoluer, enfin, qui t'apprend et qui te soutient dans ton déploiement. Donc, je peux le recommander, ouais, parce que je l'ai vécu. Ouais. Et d'ailleurs, je peux rajouter un truc. Et d'ailleurs, je peux même rajouter que c'est grâce à Thomas et l'accompagnement que j'ai fait avec lui que j'ai fait ce switch entre je commence photographe, prestat de service, à je monte mon agence. En fait, j'ai passé 2 ans de restructuration, accompagné dans la communauté de Thomas, pour reprendre tout. En fait, j'ai repris toute ma life pro pour accompagner cette transition, tu vois, professionnelle. Et je l'ai fait, je suis allé dans ce programme-là parce que je savais que c'était safe et que c'était féministe et qu'on mettait de la lumière sur tout ça et qu'en plus on avait plein de trucs business hyper quali. Donc ça m'a vraiment accompagné pour remettre ma vie en ordre et ma vie pro en me disant ok, c'est ça que je veux faire et comment tu le fais en termes de communication marketing, tu vois. C'est trop bien parce que j'ai l'impression que trouver sa place, ça permet aussi du coup de faire des projets avec lesquels on est vraiment bien fait, enfin Ouais, de hein. créer Faites des des choses qui sont thérapies vraiment aussi, bien. enfin. Ouais, Franchement, moi j'ai mis Mm. 10 ans avant de comprendre des trucs que peut-être si on avait fait un peu plus de travail personnel ou peut-être été moins normé ou avoir moins d'injonctions dans le travail, dans la vie, dans l'école, bah, j'aurais mis du doigt des trucs, j'aurais osé affirmer des trucs qui étaient déjà là depuis longtemps en fait. Donc oui, moi, il y a aussi un truc que je pourrais conseiller, c'est vraiment la thérapie. Enfin, en tant que freelance, c'est un budget, mais de travailler sur ses douleurs, ses ombres, ses freins et compagnie, ça te permet d'avoir un thérapie ou du coaching. Hein. C'est pour ça aussi que je conseille Thomas, c'est parce que du coup, on va aller gratter là où tu as besoin d'aller bosser, en fait, pour te déployer dans ta vie pro. Et le pro et le perso, c'est la même personne qui le vit, donc tu as les mêmes problèmes. Mm. C'est trop marrant. Je me reconnais vraiment dans ce que tu dis à chaque fois. C'est trop bien. Mais ça donne aussi, je trouve, espoir parce que souvent, on a l'impression que les gens, ils se trouvent super tôt et que super jeune, on est en mode c'est bon, j'ai compris et tout. Moi, je trouve ça chouette aussi de dire, bah, ok, j'ai pris 10 ans, mais j'y suis arrivée, tu vois. Enfin, j'ai l'impression que t'es quand même un endroit comme beaucoup plus toi-même qu'avant et que tu t'épanouis dedans dans le Bah, travail c'est et aussi tout. pour ça que je parle Donc beaucoup c'est chouette. de chemins pas linéaires Ouais. et que mon logo est un chemin en bordel avec un espèce de labyrinthe. Parce qu'en fait, il n'y a pas de chemin linéaire. On a l'impression que les gens, ils se trouvent comme ça, qu'ils savent, et que tu suis des étapes. Et en fait, non, la vie, tu fais des pas en arrière, tu te casses la gueule. En fait, c'est pas rentable, tu t'es encore salarié pendant 2 ans, après tu relances un truc. Il y a vraiment plein de mouvements en même temps, c'est très organique. Et c'est pas une recette magique, en fait. L'entrepreneuriat, même s'il y a beaucoup de gens qui veulent te vendre des recettes magiques, et c'est d'ailleurs pour ça que je conseille Thomas, c'est parce qu'il ne te vend pas une recette magique, il te vend un accompagnement personnalisé en fonction de ce qui marche pour toi. Et du coup, quelle est ta vision de ta réussite? Moi, la vision de ma vision de la réussite, pour moi, mes objectifs ne sont pas les mêmes que d'autres personnes, en fait. Et donc, et c'est pareil pour la communication. Ma vision de la com et ma vision de comment je me montre n'est pas la même pour quelqu'un d'autre qui n'a juste pas envie de mettre sa gueule sur les réseaux. Donc, c'est aussi pour ça que je fais ce travail
de montrer ma vulnérabilité publiquement, de parler de ces sujets-là pour montrer qu'en fait, ce qu'on voit pas des freelances, et du coup, ce qu'on voit pas de plein de gens, c'est les galères, c'est les moments de doute, c'est les moments où on sait pas. Et en fait, il faut faire ce travail-là, il faut faire ce travail de chercher, de gratter, d'aller voir ce qui fait pas plaisir pour pouvoir par la suite apprendre de tout ça et construire une réalité, une vie, une entreprise qui soit vraiment au service de toi et pas au service du rêve que tu poursuis parce que c'est ce qu'on t'a dit qu'il fallait poursuivre, quoi. Ouais. Ok. Bah justement, t'as dit vision, projet et tout, Ouais. sans transition. Sans transition. Si ça te va qu'on passe à grave. ça. Déjà, j'aimerais bien savoir un petit peu ce serait quoi tes projets futurs. Et on peut peut-être commencer par le documentaire dont tu nous parles depuis le début du podcast. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus en tout cas? Eh ben, mon projet 2024, c'est de m'affirmer, de m'assumer en tant que réalisateur aussi, et donc de jongler entre les clients que j'aime accompagner et mes projets de réal. J'ai 2 projets sur le feu, et j'en ai un 3e qui est en train d'arriver, que je suis en train de tout juste commencer à écrire. J'ai un film long métrage documentaire qui s'appelle... Rien que ça. Ouais. Trop. Ouais, ça me fait un peu bizarre de le dire. Je suis hyper fière parce que ça fait 3 ans que je travaille dessus quand même, donc ça fait longtemps. Désolée, je t'ai coupé. Non, pas de souci. C'est un film qui s'appelle, pour l'instant, Au-delà du cul. C'est un film sur la déconstruction et sur le chemin de déconstruction de jeunes personnes bourgeoises et de moi-même, de qu'est-ce que ça veut dire en fait se déconstruire, qu'est-ce que ça implique. Donc j'ai filmé une amie et je me suis filmé moi pendant plusieurs années dans notre chemin de déconstruction, et j'ai donné la parole à plein de femmes qui se déconstruisent, qui vont travailler leur intimité. Et c'est un film qui parle de consentement, beaucoup, de déconstruction, de communauté alternative, justement, de faire famille, de sexualité et de sexualité positive. Donc c'est un film qui rentre en production. Là, j'ai rencontré mes producteurs et donc on commence à travailler. Je suis encore en train de tourner, donc c'est un film qui sortira peut-être dans 1 an, voire 1 an et demi. C'est mon petit bébé. Et c'est aussi un acte hyper fort de raconter mon histoire, parce que du coup je me livre dans ce film, c'est un film très personnel. Et c'est aussi une histoire d'amitié avec mon ami, une histoire aussi d'amour, parce que qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que l'amitié, on ne sait pas. Et c'est aussi ça que je déconstruis aussi dans ce film-là, parce que j'ai filmé mon amie Marianne pendant 2 ans. Et c'est quelqu'un qui est très fort aussi pour moi dans ma vie, qui est très importante. Donc c'est un film très perso que je fais pour le premier. Le 2e projet, c'est un projet plutôt de commande qu'on a avec un athlète de para-badminton qui est Mathieu Thomas, qui a envie de partager son histoire sur le handicap invisible. Et donc on est en train d'écrire un film documentaire sur le handicap invisible et le sport de haut niveau. C'est un film qui me tient aussi beaucoup à cœur. Donc de rendre visible l'invisible, de parler de tout ce qu'on voit pas, du handicap. C'est un long métrage aussi. On ne sait pas encore le format que ça va prendre. On est encore en train de chercher une production. Donc si jamais vous êtes producteur engagé, on a un teaser, on a déjà commencé à filmer, on a l'équipe, on a l'écriture, et là on est en train de chercher une prod. Et le 3e projet, c'est un projet qui est tout frais. Vraiment, ça fait 3 semaines qu'on s'est dit on allait faire ça. J'ai envie de faire un documentaire sur les personnes réfugiées LGBT qui arrivent en France et qui font des demandes d'asile. Voilà, pour parler de l'inclusion en France nécessaire et des parcours de vie absolument catastrophiques et extrêmement violents que d'autres personnes LGBT vivent dans le monde, et de la nécessité de les accueillir ici et qu'ils trouvent leur place ici, s'ils le souhaitent. Donc ça, c'est mes 3 gros projets de film. Ouais. Donc le premier, t'en es même plus au tournage, t'es à la post-prod. Je suis encore en train de tourner. La semaine prochaine, je vais tourner des interviews. Je tournerai encore jusqu'à, je pense, février prochain. Peut-être un peu plus tard. Je suis en train de... On est en train de chercher des diffuseurs. Donc les producteurs travaillent pour trouver des sous. Et on est en train de faire un trailer. Parce que j'ai fait 2 ans de tournage. Donc il y a près d'une centaine d'heures de rush. Donc il y a un monteur qui travaille là depuis 2 mois
faire un teaser avec la forme, la patte, la narration du film pour aller le présenter au diffuseur. Et donc récolter des sous. Trop stylé. C'est Ouais. ouf de passer à des projets aussi gros. Enfin, je pense que ça doit être hyper différent, j'imagine, dans la manière de travailler aussi. Enfin, tu faisais déjà des projets très Ça, gros, c'est mais encore un sujet de fou parce que je me suis jamais dit que c'était possible. Et quand je me suis dit, ok, j'y vais, ben, j'y suis allé à fond. Et c'est long, c'est extrêmement douloureux, c'est compliqué. Ça me demande beaucoup d'investissement personnel, de matériel, d'argent, de temps qui a été vraiment monstrueux. J'ai pas eu beaucoup de vacances depuis 2-3 ans. Et surtout, j'ai filmé au quotidien. Et surtout, ouais, c'est vraiment un acte très très complexe. Mais effectivement, je travaille avec d'autres personnes. Mais c'est récent on a travaillé ensemble. Mais en fait, depuis 3 ans, j'ai filmé beaucoup seul. Mais j'ai aussi filmé avec d'autres cadreurs que j'ai choisis. J'ai filmé avec des gens qui sont venus, qui sont repartis du film. Il y a aussi des hauts et des bas dans les projets qui sont difficiles tu vois, dans des projets aussi gros que de faire un film et de vouloir le diffuser largement. Ben, on se heurte à essayer de trouver des gens qui finalement restent pas parce que c'est très gros en fait. En vrai, je suis un peu taré. Hein. Enfin, faire un film, c'est un truc de fou. Faut être un peu fou parce que c'est extrême. C'est vraiment un parcours du combattant pour les premiers films. Tout le monde veut faire des films et en fait, c'est très très long. Donc c'est très long, c'est difficile. Aller chercher des productions alors que j'ai jamais fait de film et j'ai fait un clip et 3 conneries, bah va te sentir légitime de le faire. C'est des dossiers de production qui sont hyper longs, qu'il faut écrire. J'ai passé toutes mes vacances de Noël dernier à faire des dossiers de subvention, des dossiers d'écriture, me dépasser mes propres freins de est-ce que je peux écrire un film, est-ce que me former au scénario aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait. bah, en Donc, vrai, c'est bravo un parce que gros truc, ouais. Enfin, bravo parce que cette étape-là est hyper dure à passer justement et c'est trop ouf là que tu sois en train de faire tout ça, c'est génial en vrai. Merci. Et pour l'agence, c'est quoi un peu la suite La suite de l'agence, bah, c'est de m'occuper des clients qui rentrent parce que ça va pas mal vite quand même. C'est trop chouette. C'est de m'occuper des gens, c'est de continuer la communication parce que je passe d'un statut de photographe à agence, donc le temps que les gens comprennent, le temps enfin, il faut que je parle des offres, il faut que je parle des partenaires. Et aussi que je trouve le fonctionnement, je suis en train de finir tout ce qui est outils internes de gestion de calendrier, de paiement, de structure, de communication avec l'équipe, et ça demande en fait beaucoup de temps. Et il y a quelqu'un qui s'occupe de ça pour moi, qui fait du service design, c'est une personne queer avec qui je travaille, et ça prend du temps en fait de passer seul à accompagner. Bah, il faut des outils, il faut réfléchir à comment on travaille, pourquoi, comment, les process avec les clients à chaque offre pour que l'expérience client elle soit agréable et que les choses soient fluides et qu'on puisse faire rentrer des clients de manière, enfin, d'en faire plus rentrer que ce que je pouvais accueillir seul. Donc là, on est en train de s'occuper des premiers clients. En parallèle, on finit les outils, on finit la structure interne. Quand j'aurai le temps, je finirai un site. Tu vois, ça fait un an que je me dis qu'il faut que je finisse le site et j'ai toujours pas le site. Donc ouais, j'ai quelqu'un qui a la communication, qui est un petit peu ma bras droit de com, qui s'appelle Chloé, qui est dans l'agence, qui s'occupe aussi de toute la partie marketing et positionnement, et qui est chef de projet un peu comme moi sur les projets clients, qui s'occupe de ma com. Donc là, je suis un peu en train de déléguer. Aussi, moi, je dois apprendre à déléguer certains trucs que j'avais jamais délégués, pour le coup, là, comme je l'avais jamais fait. Donc, j'en suis à mettre en place, voilà, Chloé dans l'agence, l'inclure. Et faire en sorte qu'on a tous les bons outils dont on a besoin, qu'on est tous safe et puis en sécurité dans notre rôle, et que comme ça, l'année prochaine, je puisse passer d'un cran et communiquer plus et faire rentrer des gens. Et qu'on puisse parce les que accueillir dans de bonnes conditions, quoi. passer de travailler seul en équipe, ça doit être complètement différent. C'est très différent, ouais. Donc il faut prendre du temps aussi, mettre du soin dans les liens, faire des contrats, avoir des échanges de vision, être clair aussi dans ce que je propose à mes partenaires et mon équipe. Et ça demande du temps. Et je prends le temps, en fait, d'avoir ces discussions-là. Et je suis extrêmement en gratitude de ouf de les avoir trouvées parce que c'est vraiment des personnes que j'estime, en fait, beaucoup. Et bah si. Je suis hyper fier et content de les avoir trouvés parce que c'est des personnes que j'estime et qui travaillent bien. Mais c'est vrai que voilà, ça demande aussi. En fait, on est un truc un peu
de croyance dans l'entrepreneuriat, c'est que si ça va trop vite, on peut se casser la gueule parce qu'en fait, après, on ne sait pas gérer. Donc, je préfère prendre le temps d'avoir des fondations bien solides et de passer la seconde l'année prochaine, d'autant plus que je suis sur d'autres projets. Donc, pour l'instant, je prends plutôt des clients en conseil en ce moment. Et puis, je vais me faire opérer aussi l'année prochaine. Donc, je suis en train de préparer les trucs pour que les choses puissent rouler sans moi aussi, tu vois. Il n'y a pas que je sois pas partout tout le temps. Ouais. Voilà. Bah, en vrai, merci pour tout ça. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu voulais rajouter. Non, croyez en vos rêves, soyez vous-même, vous êtes super. C'est trop mignon. Merci Alan Trop bien. pour ton passage par ici. On te souhaite plein de bonnes choses et si on veut te retrouver, je mets tous les réseaux en barre d'infos. Et si vous avez une bonne distributeur. On cherche producteur, si vous êtes dans le cinéma et que ça vous a plu, contactez-moi, on en discute. Voilà. Bah, merci pour tout Alan, vraiment c'était trop chouette de discuter avec toi. Merci de ton invitation. Et à bientôt. Encore un grand merci Encore un grand merci à Alan pour son passage par ici. J'ai adoré cette discussion et j'espère que ce sera pareil pour vous. En tout cas, si vous voulez suivre Alan sur les réseaux sociaux, je vous mets tous les liens en description. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets et je vous souhaite de trouver votre légitimité et de vous aussi prendre votre place dans votre domaine. Et je vous dis à très bientôt.